juste savoir ce que vous êtes en train de faire par rapport à ça. Merci beaucoup. Et je vais continuer mes questions. Merci. Voilà. Je vais vous répondre. Certainement que Je vais vous répondre à la Moi, je suis, auront papa, des questions à comme poser. moi, je suis infirmière et que la vie de tout un chacun me tient vraiment à cœur. Oui, Et je vais justement. poser les Ah ouais, questions. ah ouais, ah ouais. Parce qu'il y a d'autres aussi, Amorph qui est monté. Il y a Mehdi Salma qui est là, etc. Bon, c'est bien que notre frère Che Guevara est là pour nous donner des informations sur le travail qui est fait sur place. Évidemment, moi, j'avais plusieurs questions dans ma tête parce que c'est, enfin, ce schéma que vous détaillez, pour nous, on ne voit pratiquement rien parce que l'information ne circule pas tel que vous le faites. Bon, répondez à la question de l'autre. Je reviens. Merci, papa. Je vous écoute, mais je me suis levé un peu, mais je vous écoute. Je peux intervenir? Oui, allez-y. Ok. Donc, je prends un schéma simple pour que vous puissiez. Vous savez que c'est une zone inondable. On est tous d'accord. Ceux qui connaissent la zone d'Adakpame, il y a plusieurs zones. Hein. Il y a plusieurs zones d'Adakpame. Une inondation qui arrive dans la zone, certainement beaucoup de maisons seront inondées. Et ça, c'est dû au fait de l'absence des infrastructures de drainage d'eau, même si les quelques infrastructures qui existent ne sont pas suffisantes pour pouvoir drainer assez d'eau. Monsieur Che Guevara, je pense pas que vous répondez à ma question. Je ne parle pas des zones d'inondation. Les agents de la Croix-Rouge. Non. Je crois que vous êtes hors sujet de la question que j'ai posée, s'il vous plaît. Se met ensemble je voulais plus savoir, est-ce que là où vous avez mis en place pour héberger les gens qui sont en train de souffrir. Je vais vous expliquer. Ok. Calmez-vous, je vais vous expliquer, vous allez comprendre. C'est pour ça que j'ai pris une zone. Adakpame, c'est une zone inondable que tout le monde connaît. Là où le centre de sinistré est construit est très éloigné de la zone d'Adakpame. Normalement, lorsque ça arrive et que on dit se déplacer, les véhicules sont mis à leur disposition pour les amener au centre des sinistrés qui se trouve à Agoué, Logopé, ce qui est très loin. Je vous ai expliqué également que les populations sont retirées de leur zone parce que quand il y a des situations d'inondation, les voleurs profitent et ils volent. Et ce n'est pas évident d'avoir les moyens de les maisons de chacun dans l'eau là, ce qui est impossible. Donc les gens préfèrent vivre chez les voisins ou rester dans leur zone ou vivre dans l'eau. Maintenant, quand ça arrive, la deuxième alternative, c'est qu'on réquisitionne une école proche de la zone pour leur dire tous ceux qui sont inondés et qui ne peuvent pas aller à Logopé, ce centre-là, cette école-là qui est réquisitionnée. Et dans cette école, on fait appel à la Croix-Rouge, on fait appel aux sapeurs-pompiers qui viennent bâcher des structures mobiles pendant la période où les populations seront déplacées. Et une fois que les populations viennent dans ces centres-là, dans ces écoles, elles sont enregistrées. Si tu viens avec ta femme, ton enfant, on va vous enregistrer. Et il s'agira de vous donner des places à dormir. Papa, je crois qu'il a un problème de réseau. Oui. Oui, il a un problème. Et puis, je pense pas qu'il est en train de répondre à ma question. Parce que ce que je lui demandais, hein, c'est tellement simple et juste quelques minutes pour répondre, en fait. Vous savez, que je n'ai pas écouté question. Attendez, s'il vous plaît. 2 secondes. Hein. Non, vous savez, il y a le PCM qui se déplace avec de l'hélicoptère au Togo. L'hélicoptère, ça appartient au peuple togolais, pas à lui.
Pourquoi vous n'avez pas les moyens en place pour déplacer la population vers des endroits plus sains et saufs pour les héberger en fait? Et pourquoi il n'y a pas les hôtels? Il y a des hôtels que vous pouvez prendre l'argent de la population, des phosphates et de l'OTA, tout ça là, pour pouvoir héberger la population vers des régions ou bien des endroits sains et saufs pour les mettre en place jusqu'à ce que vous essayez, parce que en fait, je voudrais que vous nuancez, une chose. Une seconde, s'il vous plaît. Et pour juste assurer leur et puis distribuer de l'eau à la population, parce que l'eau c'est très important. Parce que en ce moment, ils auront besoin, parce que vous savez, je vais pas dire l'Europe parce que vous allez dire que c'est l'Europe. Parce que on distribue de l'eau à la population déjà, parce que ils ont besoin d'eau potable qui est très, très, très important pour la vie. C'est quelque chose de très, très, très important pour survivre. Et de l'eau, la nourriture, c'est les besoins naturels d'un être humain, en fait. Ça fait partie des droits de l'homme, en fait. Donc, c'est pour vous dire que ces besoins-là doivent être assurés. Et c'est très primordial, c'est un désastre en fait. Donc, je suis désolée, mais quelqu'un qui se préoccupe de quelqu'un qui va venir voler, ça c'est secondaire en fait. Lorsqu'il y a un désastre, même aux États-Unis, partout, ils demandent à tout le monde, si c'est du volcan, vous n'allez pas vous tenir compte de quelqu'un qui se préoccupe de quelqu'un qui va venir voler ses affaires, parce que c'est du volcan, ça va tout brûler. Donc, c'est un désastre naturel. C'est la responsabilité du gouvernement de déplacer tout le monde vers un endroit sain et sauf pour pouvoir assurer le bien-être de la population d'abord. Est-ce que vous avez, moi ma question c'est juste, quels sont les centres que vous avez, parce que c'est pas la population de venir vers vous. Est-ce que vous avez des bus? Est-ce que vous avez des hélicoptères que le je ne sais pas si vous me recevez, que vous pouvez mettre à la population, à la parce que s'il vous plaît, 2 secondes. Est-ce que vous pouvez mettre les hélicoptères là que le PCM, parce que l'hélicoptère appartient à la population, au peuple togolais. C'est l'argent du contribuable qu'ils utilisent pour voyager. Est-ce que vous avez des hélicoptères que vous pouvez mettre en place des bus pour pouvoir déplacer la population vers un endroit sain et sauf. Parce que c'est pas à eux de marcher dans l'eau pour venir vers vous. C'est à vous de venir vers eux parce qu'ils sont dans un état vulnérable. Voilà. Merci beaucoup. Il faut me répondre. Moi, c'est juste ce que je voulais juste savoir les moyens que vous avez en place pour pouvoir les déplacer. Ils ne sont pas obligés de venir vers vous parce qu'ils sont dans un état urgent. Donc, c'est à vous de venir vers eux pour pouvoir les déplacer. Pour pouvoir assurer leur sécurité. Voilà. Laissez-le répondre. Ok, madame, je comprends votre inquiétude parce que vous vivez dans un contexte qui n'est pas identique que le contexte dans lequel nous sommes ici. Et les hélicos ou bien l'hélico dont vous faites allusion, souvent, ça c'est le matériel militaire. Ils utilisent l'hélico pour voir l'étendue des dégâts. Et ensuite, maintenant, les dispositifs qu'il faut prendre. C'est en fonction de l'image qu'ils ont de l'étendue qu'ils mettront maintenant comment ils appellent, les sapeurs-pompiers prendront leur dispositif. C'est sous forme des petits pirogues là. C'est-à-dire, ils mettent ça sur l'eau pour aller chercher des gens qui ne peuvent pas sortir et les envoyer vers les centres qui sont les centres opérationnels qui sont construits pour les héberger provisoirement. Donc, quand vous dites que prendre les hélicos pour sortir les gens dans l'eau, les hélicos, ils n'en ont pas suffisamment. Mais si cela arrive, je prends le cas des inondations qui ont eu en 2008 ou quelque chose comme ça, le pont d'Amakpapé, les hélicos ont beaucoup travaillé pour pouvoir voir l'étendue du dégât. Et c'est en ce moment-là qu'ils ont sollicité même l'aide internationale pour pouvoir les appuyer parce que ça dépassait la capacité de l'État. Maintenant, j'ai pris l'exemple d'Adakwa pour vous expliquer un peu. Peut-être que quand je parlais, la connexion n'a pas permis. Pour vous dire, quand dans la zone d'Adakwa, mais ce n'est pas la première fois que les inondations arrivent là-bas. Il y a un comité. La population aussi est informée du mécanisme. Quand ça arrive,
on leur déplace, on leur dit, voilà, dans telle zone, vous pouvez vous déplacer. Ceux qui n'ont pas les moyens de se déplacer, il y a des véhicules, des militaires qui sont positionnés, qui leur demandent de venir et on les enregistre. Ils vont dans ces écoles. On leur apporte de l'eau, on leur apporte le matériel dont vous venez de citer. Donc, ce n'est pas exactement ce qui se fait en Europe ou bien dans les pays occidentaux qui se fait ici. Mais c'est pour vous dire, il ne faut pas peindre en noir. Moi qui suis en train de vous parler ici, peut-être le doyen Ali peut savoir qui parle. Mais je le parle, j'interviens ici en tant que technicien, mais pas en tant que politique. Si je dois m'exprimer en tant que politique, j'aurai un autre langage. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, ce que je vous explique, le dispositif est là. La manière dont on déplace les populations, c'est bien établi. Ça se fait. Si vous n'êtes pas informé, peut-être vous pouvez aller à l'information, vous allez confirmer ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas une invention. Je ne suis pas en train de défendre l'État parce que je dois défendre l'État, mais je vous parle en tant que technicien. Mais là où il y a des défaillances, en tant que technicien, je relève également ces défaillances, je l'ai d'ailleurs dit. En tant que politique, si je dois dire quelque chose contre le régime, je sais quoi dire. Mais ce qui est réel, dont je suis au courant, il faut partager l'information, il ne faut pas tronquer l'information. C'est ce que je ne veux pas faire. C'est pour ça que je vous dis, voilà un peu comment ça marche. Ce n'est pas tel que vous le voyez en Europe, on va prendre les hélicos, on soulève les gens dans l'eau. Non, ici, les hélicos donnent une vue. Maintenant, par rapport à la vue, on fait appel à la Croix-Rouge, aux sapeurs-pompiers qui vont utiliser je ne sais pas comment on appelle le matériel là, et ils roulent sur l'eau pour aller prendre les personnes qui ne peuvent pas sortir. Maintenant, les gens qui peuvent sortir de leur maison aller vers les structures qui sont communiquées, les gens y vont, et l'appui est apporté. Seulement, c'est que l'indemnisation qui n'est pas faite à la mesure des dépenses ou bien des dommages que les gens ont créés, c'est là-bas que l'État va chercher les moyens pour pouvoir avoir une assurance qui permet de dédommager peut-être à 100% les personnes qui sont victimes. Et au-delà du dédommagement, il faut trouver un moyen pour drainer l'eau, pour que chaque année, l'État n'ait pas à dépenser encore pour l'assistance, parce que ça fait un coût énorme. Il vaut mieux plutôt trouver un moyen pour drainer les eaux que de chercher à faire toujours permanemment l'assistance. Or, les inondations ne vont pas s'arrêter. Ça, je prends l'exemple des inondations, ça. Donc, il y a d'autres phénomènes. La pandémie de Covid est arrivée ici. Vous avez vu que les hôtels ont été réquisitionnés pour héberger des gens. Parce que c'est une maladie, là, vous voyez, c'est encore plus délicat. C'est encore plus délicat. Et ce n'est pas dans n'importe quelle zone. Mais pour les questions d'inondation, la manière de gérer les inondations, c'est différent de la manière dont on va gérer les incendies. C'est différent de la manière dont on va gérer les affrontements interethniques à cause de la transhumance. C'est différent de la manière dont on va gérer les vents violents, les décoiffements, et ainsi de suite. Donc, à chaque catastrophe, il y a un mode opératoire de gestion du phénomène. C'est ce que je voulais vous dire. Sinon, ce n'est pas que rien n'est fait. Il y a quand même un minimum qui se fait. Bien qu'il y ait des insuffisances, il y a un minimum qui se fait. Merci beaucoup. Je vais laisser les autres parler parce que j'ai des tonnes de questions. Parce que je voulais juste dire une chose avant de laisser la parole aux autres. Vous avez entamé le problème de Covid. Vous savez, moi, je suis en Angleterre. Le vaccin que vous étiez en train d'utiliser au Togo, c'est interdit parce que le vaccin de AstraZeneca qui est fabriqué en Angleterre, ça entraînait les caillots de sang qui tuaient les gens. Tous les pays européens ont refusé ça. Ils vous ont envoyé ça au Togo. Et vous avez accepté. Il y a des gens qui ont perdu leur vie par rapport à ça. Vraiment, le Togo, c'est un État, vous voyez, qui doit changer. Voilà. Moi, ça me fait mal au cœur. Mais un jour, il y a des gens compétents comme nous. On a fait nos études en Europe. On va arriver et on va changer tout dans ce pays-là. Je dis tout. On va dégager tous les mauvaises personnes. Et tchoko, ça va changer. Merci beaucoup. Merci, One Love. Il ne faut pas mettre de l'émotion. Il ne faut pas mettre de l'émotion dans les interventions, c'est pas bien. Excusez-moi de le dire ainsi. Parce que je sauve la vie des Européens chaque jour. Et si je dois sauver la vie de mes propres populations du Togo, je suis prête à le faire. J'ai prêté le serment pour sauver. Si je prescris des médicaments, je diagnose pour sauver la vie des gens en Europe. Je préfère le faire aussi dans mon pays. Voilà, merci. Voilà, calmez-vous. Et écoutez ce que je vais vous dire. Ne mettez pas les émotions. Je ne suis pas monté dans le live pour mettre les émotions. La preuve, je vous ai expliqué en tant qu'expert
du domaine. J'ai évoqué la question de Covid en vous montrant le mécanisme de gestion. Je ne suis pas allé dans les détails des soins parce que je ne suis pas un spécialiste de la santé. J'ai bien dit, puisque vous avez dit est-ce que les hôtels ne sont pas là pour réquisitionner, pour faire, c'est pour ça que je vous ai dit, à chaque catastrophe, il y a un mode opératoire. Pour les inondations, étant donné que l'État n'a pas les structures d'accueil des sinistrés, il y a une alternative qui est utilisée. C'est les écoles qu'on réquisitionne et on met des tentes, on déploie le dispositif qu'il faut pour pouvoir apporter l'assistance d'urgence. Maintenant, pour le cas de Covid, c'est une autre pandémie, une autre situation de catastrophe qui est encore plus délicate. Donc, cette gestion-là aussi, vous avez remarqué, on ne peut pas réquisitionner les gens dans les écoles. On ne peut pas créer des tentes pour les mettre là-bas. Là, ce sont les hôtels et des centres de santé qui ont été réquisitionnés pour cette gestion. La question concernant le produit qu'on administre aux gens, je ne saurais me prononcer parce que je ne suis pas spécialiste de la question. Et là, je m'abstiens. Et je ne peux pas tout de suite dire que parce qu'on administre tel produit aux gens, que les dispositifs qui sont, ou bien les dispositions qu'on a prises pour mettre les gens dans un cadre pour qu'ils suivent des soins n'existent pas. Ça, je ne peux pas le dire. C'est pour ça que je dis il ne faut pas mettre de l'émotion pour ne pas mélanger. Parce que là, aujourd'hui, on nous dit, comme vous l'avez dit, il y a des gens qui sont morts. Si on vous demande objectivement, est-ce que vous avez l'effectif des personnes qui sont décédées suite à l'administration de ces produits? Est-ce que vous saurez donner des sources fiables? C'est des spéculations. Moi-même, je peux le dire, oui, des gens sont morts, des gens sont morts. Mais est-ce que j'ai la preuve pour pouvoir aujourd'hui justifier ce que je suis en train de dire? Puisque nous sommes dans un débat d'intellectuels, d'un débat de haut niveau. Donc, il y a des choses qu'on ne va pas affirmer. Mais sur le plan politique, on peut se permettre de dire de n'importe quoi parce qu'on a en face l'adversaire pour... c'est pour ça que je dis, je ne suis pas en train d'intervenir ici en tant que politique, mais j'interviens en tant que technicien, connaissant la réalité du terrain et connaissant la manière dont les choses se font, tout en relevant les insuffisances de cette gestion des catastrophes dans le pays. Voilà. Sinon, je ne suis pas contre le changement. Je suis un acteur, je suis même un acteur clé de la lutte pour le changement. Mais vous allez remarquer que dans mon intervention, je n'interviens pas en tant que politique, mais en tant que technicien, de ce que je connais. Voilà. Merci, Che Guevara. Amorphe, le nom, c'est Amorphati Loya. Vous avez la parole. Allô? Amorphati Loya. Vous voulez parler? Bien, je passe la parole à le discernement. Papa, s'il vous plaît, je vais prendre la parole et puis descendre, s'il vous plaît. Ok, allez-y. Discernement, s'il vous plaît. Non, ne vous inquiétez pas. J'ai 2 mots seulement à dire. Je remercie le tonton et Kevara qui a parlé. Vraiment, merci. Vous nous avez donné des techniques. Maintenant, ce que nous on demande les actions sur le terrain. Voilà. On demande qu'il y ait des actions sur le terrain, que des gens, tout ce que vous avez cité ici, qu'on voit la pratique. Voilà. On a vu déjà la théorie, vous avez parlé de la théorie. Maintenant, on veut voir la pratique. Mais depuis là, on ne voit rien. On ne voit rien depuis là. On n'entend même rien. Moi, je suis toujours Togo. Vous mettez quoi dans la pratique? Excusez-moi, c'est quoi vous mettez dans la pratique? Quand je mets quelque chose dans la pratique, par exemple, on a vu tellement de vidéos qui ont circulé que il n'y a pas d'aide, il n'y a aucun soutien. Les gens sont toujours dans de l'eau, qui font des vidéos, qui crient à l'aide. Et depuis ce temps-là, aucune autre vidéo pour dire, ah, voilà, on est venu les secourir. Même le journal n'a même pas parlé de ça. Donc, je peux dire là que vraiment, on ne voit rien. On ne voit rien. D'accord. Je vous réponds. Je crois que j'ai déjà répondu à cette question. Peut-être que vous... S'il vous plaît, attendez. S'il vous plaît, tonton. C'est pas une question. Mais moi, c'est une doléance, au fait. Je veux que vous faites une sortie. Bon, vous êtes le technicien pour le moment, ici, en théorie. Mais nous voulons
que vous arrivez sur le terrain, qu'on voit vos œuvres sur le terrain. C'est juste une doléance. Merci, je vous remercie et bonne continuation à tout le monde. Merci, Et bonne Dora. soirée à tout le monde. Oui, merci Dora. Je crois que j'ai répondu à cette question en disant, si vous m'avez suivi très bien, j'ai dit que actuellement le défi que l'État doit relever, ce n'est pas le défi de l'assistanat. Ce n'est pas l'assistance qu'il faut apporter, l'assistance d'urgence qu'il faut apporter aux gens chaque année lorsqu'ils sont plutôt victimes d'inondations. Par exemple, il faut toujours leur apporter cette assistance d'urgence. Il faut un défi lié au drainage de l'eau. À partir du moment où l'État n'a pas encore relevé ce défi, tout ce qu'on met dans l'assistance d'urgence, l'assistance post-urgence, c'est des fonds qui, je dirais, c'est une perte pour l'État, en quelque sorte, c'est une perte. Si aujourd'hui, on essaie de canaliser de l'eau, imaginez que dans chaque quartier, on demande à ce que, si par exemple, comme on est en train d'harceler les gens à payer les taxes pour des habitations, on te dit par exemple, c'est un exemple de donner, dans certains pays, ils l'ont fait. Devant ta devanture, tu essaies de faire, c'est comme une action citoyenne. Tu essaies, on vous donne les mesures pour les rigoles. Les rigoles. Chaque maison essaie de le faire. Chacun le fait ainsi de suite. Et que l'eau qui est drainée dans les quartiers se retrouve à un endroit qui sera transporté vers la mer, je crois que ça devait réduire énormément. Malheureusement, le plan d'assainissement, le plan de drainage de l'eau pose un sérieux problème. C'est pour ça que vous semblez ne pas voir l'action de l'assistance directe d'urgence que les populations bénéficient sur le terrain. Il y a des images qui sont là, peut-être que les gens ne perçoivent pas ça, mais les gens voient plutôt l'ampleur de l'eau dans les maisons. Et c'est tout à fait normal que les gens s'inquiètent, puisqu'il faut vider de l'eau. Si l'eau circule, les gens n'ont pas besoin qu'on vienne leur donner les couvertures, les nattes, ainsi de suite pour leur truc, et même ils peuvent se débrouiller. Mais dépenser énormément pour apporter l'assistance d'urgence, alors que l'urgence même, c'est pouvoir drainer les eaux. C'est là que je suis parfaitement d'accord avec vous, et je l'ai même relevé dans mon intervention. Mais banaliser ou bien négliger l'aspect d'urgence qui est apporté aux populations comme si rien n'est fait, c'est là que je dis non. Il y a quand même quelque chose qui se fait, sauf que ce qui se fait par rapport aux besoins de la population n'est pas ce que nous attendons. Et ça, je l'ai relevé plusieurs fois, je l'ai dit. Je ne sais pas si vous ne m'avez pas suivi dans mon langage. C'est pour ça que je dis ne mettons pas les émotions Non, intervenons de tonton, façon objective, quoi. s'il vous plaît, on vous a très bien suivi. Et moi-même, la partie où vous avez expliqué cette partie, j'ai même dit, voilà, bien parlé par là. J'ai même commenté dans les commentaires. On vous remercie, oui, vous nous avez bien expliqué. Mais on passe par vous pour leur dire de faire quelque chose. S'il faut drainer l'eau, qu'ils le drainent, je sais pas, il faut faire quelque chose, voilà. Là, on est dans l'urgence et il y a des gens qui perdent leur vie. Donc, il faut faire quelque chose dans l'urgence, vous faites. C'est là que je dis, nous sommes en phase avec vous pour dire le défi que le Togo doit relever, ça, c'est le drainage des eaux. C'est vrai que les citoyens ont contribué quelque part à construire dans des zones où l'eau devait facilement passer, mais là, ce n'est pas aussi, on ne va pas totalement accuser l'État, parce que là, ce sont les vendeurs de terrain qui ont induit avec l'évolution de la population, parce qu'ils cherchent de l'argent, ils te disent, bon, ça, la zone là, tu peux construire, alors que il y a des zones qui sont bien délimitées où on ne doit pas vendre les terrains, mais les gens ont vendu, les gens ont construit, on ne va pas aller casser les maisons des gens. Maintenant, que c'est fait? Les gens ont commis des erreurs, la population, certains citoyens ont commis des erreurs. L'État doit maintenant prendre les dispositions pour canaliser les eaux des quartiers vers une zone de décharge et une dernière zone vers les communes. Parce que les bassins qu'on a mis, par exemple, je prends le cas de Lomé, les bassins qu'on a mis en pleine ville là, ces bassins-là pouvaient être exploités autrement. Par exemple, on peut utiliser ces bassins-là pour traiter les eaux de ces bassins et redistribuer au niveau de la population pour que les gens aient accès à l'eau potable. On pouvait aussi le faire comme ça. Comme ça, autant de bassins, autant de distribution. Comme ça, l'eau qui sera stockée va être réutilisée. Ça peut aussi contribuer à réduire l'inondation dans les quartiers. Or, malheureusement, ces bassins-là ne peuvent pas recueillir le flux d'eau
qui arrivent là-bas. C'est ce qui fait que quand ça arrive dans ces bassins, ça se déborde et ça va même dans des maisons qui ne sont pas censées être inondées. Ces maisons aussi sont inondées. Malheureusement, c'est ce qui arrive. Donc, c'est là-bas que l'État doit faire. Et pour que l'État le fasse, il faut que nous, en tant que citoyens, chacun dans son côté, puisse dénoncer, puisse crier. Qu'on a besoin qu'on mette en place un plan de drainage de l'eau de la ville de Lomé, parce que Lomé, c'est une zone plate. Chaque citoyen doit pouvoir faire son action dans ce cas-là, en dénonçant, en montrant cette vidéo-là que non, ça ne va pas. Comme ça, l'État lui-même comprendra qu'au lieu de faire les assistances d'urgence, il faut plutôt chercher les moyens pour le drainage des eaux dans la ville. Et c'est fini. Oui, frère Che Guevara. Ok, merci beaucoup. Frère Che Guevara, il y a déjà quelques années où le président du Conseil a dit qu'il a reçu des subventions ou bien des aides ou bien ils ont prêté de l'argent et emprunté de l'argent pour l'assainissement de la ville de Lomé. Je crois que vous parlez de la banlieue de Lomé. Or, Lomé elle-même est inondée chaque fois qu'il y a grande pluie. Bien. Alors, depuis que le chef de l'État a dit qu'ils ont pris de l'argent pour canaliser l'eau, ben, qu'est-ce qu'on attend pour que la ville de Lomé et que les habitants de Lomé n'aient plus les pieds dans l'eau? Chaque année, c'est la même chose. Si on prend l'exemple du Bénin, c'était pareil. Mais Talon a réussi à juguler ce problème-là, en mettant de bonnes canalisations, en prenant des mesures adéquates pour qu'il n'y ait plus le problème que nous avons dans la ville de Lomé. Ben, ce que vous nous dites, vous, qu'est-ce que vous pensez de la situation, puisque le chef de l'État lui-même a dit qu'il n'y aura plus d'inondation dans la ville de Lomé. Or, il a dit ça fait déjà des années, et chaque année, il y a inondation. Qu'est-ce qu'on attend pour que Lomé n'ait plus les pieds dans l'eau? Est-ce que vous avez une réponse à cela? Oui, Mokhtar, j'ai déjà répondu. J'ai dit qu'il faut un plan de drainage de l'eau de la ville de Lomé. Oui. Et ça, c'est de la responsabilité de l'État de chercher les moyens et de le faire. Ce n'est pas de la responsabilité des citoyens ni des techniciens comme nous sommes. Voilà. Nous faisons des rapports par rapport à la manière dont cela doit se faire. Mais est-ce que nous avons un pouvoir de décision? Non. Non. On n'a pas un pouvoir de décision. Mais c'est pour ça que j'ai dit qu'il faudrait que la population... Donc pour moi, c'est une fuite de responsabilité, puisque lui-même a dit qu'ils ont pris des mesures pour que les habitants de Lomé n'aient plus les pieds dans l'eau. Mais ce que vous avez dit tout de suite, que des gens construisent n'importe comment, et puis je pense que vous parlez là de Lomé. Mais au centre de Lomé, c'est l'inondation partout. Oui, ce que je dis par rapport aux constructions, monsieur Doyen Mokhtar, il y a, si vous voyez très bien la ville de Lomé, c'est sur un terrain plat. C'est pas comme à l'intérieur, vous avez les collines ainsi de suite. C'est presque un terrain plat. Et il y a les nids des fleuves ou bien des rivières qui ont existé, mais qui ont été asséchés par rapport aux constructions. Dans certaines zones, quand vous allez dans certaines zones, vous sentez que la zone là, c'était une zone où l'eau traversait. Mais l'eau ne peut plus traverser parce qu'il y a eu déjà une coupure depuis le haut. Et du coup, l'eau qui est drainée depuis l'intérieur ou bien depuis une zone qui arrive ne peut que s'éparpiller dans le quartier. Les zones qui n'étaient pas normalement inondées vont être inondées. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, j'ai évoqué les questions de rétention d'eau qui ont été mises en place à Lomé, qui étaient censées conserver de l'eau et drainer de l'eau vers la mer. Ces rétentions d'eau-là aussi ont contribué à inonder certaines maisons qui n'étaient pas censées être inondées. Quand vous prenez la zone de Agbalpedo, vous prenez la zone de Segbe, Adidogome, c'est plein. Pratiquement les zones où il y a les rétentions d'eau, c'était censé ne pas envahir les maisons des gens. Mais les gens sont inondés, or ils n'étaient pas inondés. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. Maintenant, et la question
de financement, de moyens pour le faire, c'est de la responsabilité de l'État. Je répète, c'est de la responsabilité de l'État. Si le chef de l'État a dit que le pays n'est plus inondé, bah, c'est sa parole contre la réalité du terrain. Moi, je ne peux absolument rien dire là-dessus. La réalité est là, lui dit autre chose, la population vit autre chose. Ça, je ne peux pas dire que c'est faux parce que oui, l'eau envahit les gens tout le temps. Mais vous, en tant que technicien, vous savez quel problème Lomé a, tel que vous l'avez expliqué. Est-ce que vous, en tant que technicien, vous ne pouvez pas formuler, je ne sais comment le dire. Je l'ai déjà dit, j'ai dit, hein, nous n'avons pas un pouvoir de décision. Toutes les observations pour améliorer la situation, par exemple, de Lomé en matière d'inondation, ont été faites. Mais la dernière décision revient à celui qui a les moyens de l'État de le faire. Si non, je veux bien m'assurer que vous avez fait des doléances et que le chef de l'État ou bien le président du Conseil n'a pas tenu compte des propositions ou bien Pour les techniciens qui travaillent dans leur domaine, les insuffisances sont toujours relevées. Les insuffisances sont toujours relevées. Et à chaque niveau de responsabilité, si vous relevez les insuffisances à votre chef est censé transférer à son supérieur hiérarchique et vice-versa, et ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'à chaque niveau, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de l'hygiène assainissement, dans n'importe quel domaine, les gens font des rapports, ils soulèvent les inquiétudes, ils formulent des propositions. Maintenant, la dernière décision ne revient pas aux techniciens qui doivent décider. Eux, ils formulent. Maintenant, si celui qui doit décider n'arrive pas à le faire ou bien ne le fait pas, est-ce qu'on va amputer la responsabilité au technicien? Je dis non. Le technicien, il a fait son travail, il fait des propositions. C'est ce que je venais d'expliquer ici en disant que nous n'allons pas peindre l'opération de gestion des catastrophes en noir parce qu'il y a un minimum qui se fait. Et j'ai décrit ce minimum-là. Ça, c'est dans le domaine de l'assistance. Mais dans le domaine du drainage, il y a aussi ce travail-là qui est fait par les techniciens. Les recommandations sont toujours formulées. Et la dernière décision ne revient pas aux techniciens. Des rapports ont été faits, mais ceux qui décident n'ont absolument rien fait, bien qu'ils aient annoncé qu'ils ont, ils ont été financés pour le faire, mais ils n'ont absolument rien fait. Et donc, à travers ce live, nous apprenons que les techniciens ont fait des propositions, des rapports dont on n'a pas tenu compte. Merci. Le discernement, vous avez la parole. Oui, bonsoir à tout le monde et bonsoir monsieur Che Guevara. Bon, sur la question où ils disent que Lomé est plane, moi, s'il vous plaît, est-ce que Raï Touré peut fermer son micro? Ouais, je le fais tout de suite. Voilà. Quand ils nous disent que Lomé est une ville plane là, c'est là-bas qui m'a choqué. Parce que si on voit Lomé, surtout, c'est parce que le drainage, on ne le fait pas. Mais dire que Lomé est sur une terrain plate, bon, c'est ça où moi, l'inquiétude m'est venue, quoi. Parce qu'en voyant Lomé tout entier, Lomé n'est pas sur une surface plane. Parce que il y a déjà, il y a eu des grands espaces où on peut diriger l'eau vers cet endroit. Mais il n'y a pas le système de drainage. Donc, dire que... Tapotez, s'il vous plaît, tapotez, s'il vous plaît. Il y a des solutions pour pouvoir faire à ce que l'inondation n'est plus à Lomé. C'est parce qu'il y a manque de volonté de le faire. C'est pourquoi on souffre du problème d'inondation. Mais en temps normal, on ne devait pas parler d'inondation à Lomé ici. En voyant tout ce qui nous entoure à Lomé, moi, je ne vois pas que c'est à cause de la situation du terrain qu'il y a inondation. Moi, je ne suis pas d'accord, mais c'est le manque et le quoi là de drainer l'eau. C'est le problème du drainage qui est le quoi là. Mais dire que Lomé est plane, moi, je ne suis pas d'accord sur ce point. S'il peut m'expliquer ça un peu. Je vais t'expliquer un peu. Prends par exemple la ville d'Atakpamé ou bien la région des Plateaux par rapport au niveau de la mer. Et prends la ville de Lomé ou bien la zone de Lomé par rapport au niveau de la mer. Est-ce que vous avez une idée là-dessus?
Vous allez faire, je vais vous renvoyer à cette question. Allez faire la recherche, vous verrez. Non, moi je suis un nomade du Togo. Si je dis un nomade du Togo, il n'y a pas une région ou bien une préfecture où moi je n'ai jamais mis pied au Togo. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Par rapport au niveau de la je vais vous répondre comme ça. Si on prend Lomé tout entier d'abord, si on prend Lomé en général, le quartier dont on parle souvent qu'il y a inondation, c'est côté Adakpame. Souvent, si on peut dire zone marécageuse, souvent on appelle Adakpame. Mais quand on voit le terrain d'Adakpame et qu'il y a un bon drainage des voies ou bien des caniveaux d'Adakpame vers le bas-fond de Zio, un bon assainissement, je crois que le quartier d'Adakpame ne serait pas inondé. Déjà, il y a un grand bas-fond de Zio là-bas qu'on peut bien aménager pour pouvoir recueillir l'eau tout d'Adakpame pour diriger là-bas. Si nous prenons quartier de Baie et ses alentours, il y a déjà la lagune. Si on peut élargir la lagune de Baie et faire des collecteurs jusqu'à dans la lagune et que la lagune dirige l'eau vers la mer, dans la mer, je crois que le quartier de Baie et ses environs n'auront pas de quoi là, d'inondation. Si nous prenons Kégué, la même chose doit se faire au niveau de Kégué vers le quoi là, et Jot également. Donc c'est parce que l'État n'arrive pas à faire des choses pour que le problème d'inondation soit résolu, soit résoudre au quoi là, à Lomé. Sinon dire que Lomé est plane, c'est par rapport aux régions que vous parlez que Lomé est plane. Mais quand nous prenons la ville de Lomé et ses agglomérations ensemble, il y a la possibilité de faire circuler l'eau et que l'inondation, même on ne va pas parler d'inondation à Lomé. C'est parce qu'il y a manque de volonté. Monsieur Discernement, j'ai déjà expliqué ces aspects-là. Ce que vous êtes en train de dire là. Un instant, Che Guevara. S'il vous plaît, heureusement, nous avons un technicien ici qui nous parle de ce problème d'inondation et tout ce qui se fait par... Donc, essayons d'être un peu choses dans nos écrits, dans nos commentaires ou dans nos paroles. Parce que lui, il est technicien, c'est pas lui qui est problème. Ce sont les dirigeants qui sont problème, qui ne veulent pas, faire le devoir qu'ils ont à faire. Donc, lui nous explique ici comment ça se passe. Voilà. Merci. Allez-y, Che Guevara. Ok, discernement, j'ai déjà expliqué ce problème de drainage et j'ai dit le défi auquel l'État est confronté, c'est ça le problème. Mais lorsque j'ai abordé la question du niveau plat de Lomé, c'est par rapport au niveau de la mer. Vous pouvez faire la recherche pour voir est-ce que la ville de Lomé ou bien la zone de Lomé par rapport à la mer, est-ce que la mer est plus en hauteur ou bien c'est la ville qui est plus en hauteur. Essayez de faire la recherche. C'est pour ça que je vais poser la question de savoir est-ce comparé, si on va comparer la zone de Lomé et la zone de la région des plateaux par rapport au niveau de la mer. Si effectivement vous êtes un nomade, vous avez circulé, vous devez comprendre que ce n'est pas le même niveau. Ce n'est pas le même niveau. Donc la question de Lomé c'est une zone qui va être une zone forcément inondable. Mais ça ne veut pas dire que parce que c'est la zone inondable qu'on ne peut pas faire des assainissements, on ne peut pas mettre en place des infrastructures de drainage de l'eau. Là, en Hollande, il y a des villes qui sont presque dans l'eau, mais ils ont réussi à maîtriser la gestion de l'eau, les questions de drainage de l'eau. Le Bénin à côté aussi est presque dans la même situation que Lomé. Je parle de Cotonou, je vais dire. Il est presque dans la même situation de Lomé. Mais s'ils ont réussi à le faire, c'est parce que nous aussi, nous pouvons le faire. Mais est-ce qu'au Bénin, les techniciens n'ont pas fait une mauvaise vision, une mauvaise gestion? On préfère dépenser de l'argent pour autre chose au lieu de penser aux populations. Merci, Che Guevara. Est-ce que vous allez me dire qu'au Bénin, il n'y a pas les mêmes techniciens? Par exemple, nous faisons des opérations de simulation en allant au Bénin pour confronter nos plans de gestion de catastrophes. Eux aussi viennent chez nous ici pour voir comment on peut gérer. Moi, je suis allé, la première fois que je suis allé faire une opération de simulation là-bas, c'était dans une commune proche de
de Lomé, comment ils appellent, de Tong, entre Tong, il y a une commune là-bas. Et je vous assure, Aklahoui. je vous assure qu'une petite commune, hein, mais ils ont un dispositif. Ils ont même le dispositif de sapeurs-pompiers, ils ont leur mécanisme de gestion des inondations, pas possible. Et là, nous étions allés faire la simulation par rapport aux incendies. Parce qu'ils ont constaté que là-bas, dans la zone, il y a tellement la question d'incendie liée à la vente du carburant frelaté. Donc, comme le pays, le Togo aussi se préparait, parce que c'est le même phénomène ici, on se dit qu'il faut aller apprendre la technique. Comment ils arrivent à maîtriser, ou bien comment on peut ensemble mettre en place un plan de gestion au cas où cette situation-là arrivait. J'ai été vraiment émerveillé de voir le dispositif que le Bénin a mis en place là-bas. Et nous avons appris pour venir corriger dans notre plan de gestion de ces crises. Eux aussi viennent apprendre chez nous ici. Ça ne veut pas dire que les questions d'inondation, comme je viens de le soulever, les techniciens du Bénin n'ont pas fait des observations. Eux aussi, ils ont fait pratiquement la même chose. Mais ils sont arrivés à un moment donné à relever le défi. Ça veut dire que le Togo aussi, on ne va pas jeter l'anathème sur les techniciens pour dire que les techniciens ne font pas des recommandations, quel que soit le domaine. Ils font des recommandations, mais ce n'est pas eux le problème. C'est ceux qui doivent prendre la décision. C'est ceux qui doivent prendre la décision. Justement, le Bénin a eu des finances pour le faire. Moi, je ne vous donne pas, je ne vous accuse pas que c'est vous qui êtes le quoi là. Non, vous êtes des techniciens. Par exemple, vous êtes dans le domaine. Moi, ce que je viens de dire relève de mon domaine aussi. Ce que je dis qu'on peut diriger les autres vers ces choses-là, c'est dans mon quoi là. C'est dans mon domaine aussi. Et je sais comment on peut le faire jusqu'à aller dans ces genres de choses. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je ne vous accuse pas que telle chose par rapport à ce qui arrive. Vous allez faire votre travail. Vous pouvez amener les rapports à celui de droit. Mais celui de droit, s'il ne l'applique pas, vous qui faites le travail, vous devenez paresseux aux yeux des autres. Donc, moi, c'est pas votre travail, vous avez le droit de faire, mais celui à qui vous apportez le rapport, c'est celui-là qui vous met le fardeau sur vous. Donc, moi, je ne vous accuse pas de rien. Vous voyez que excusez-moi, doyen, vous voyez que je suivais le live. Bon, je suivais le live parce qu'il y a eu une technicienne sociale, Raï, qui intervenait sur les aspects de gestion. Mais j'ai vu qu'elle voulait bien expliquer, mais elle avait du mal à maîtriser le domaine. C'est pour ça que je suis arrivé pour éclairer la lanterne, pour vous dire comment ça se fait et quelles sont les difficultés, pour ne pas peindre en noir l'effort, le minimum que les gens font sur le terrain, parce qu'il y a quand même quelque chose qui existe, mais par rapport au défi qui est là, il faut quand même qu'on reconnaisse ce qui se fait et revoir aussi le défi qui est là. Et que l'État doit prendre sa responsabilité dans ce sens-là. Mais dire qu'on rien n'est fait, c'est là que j'étais obligé de dire non, en réalité, voilà le mécanisme de gestion des catastrophes en matière d'assistance. Et je vous ai décrit les structures, je vous ai donné quelques structures qui interviennent et comment cela se fait. Mais la question fondamentale qui pose problème, dont nous tous, nous sommes conscients, c'est la question de drainage de l'eau. Et je parie que aucun technicien ici ne viendra me dire le contraire, qui n'ont jamais fait des suggestions, bien des rapports concernant la situation. La preuve, quand il y a toujours des inondations sur le terrain, il y a l'Agence nationale de protection civile qui remonte les statistiques, qui ressort les statistiques, le nombre de personnes inondées, les zones inondées. Il faut faire attention, il ne faut pas faire ceci, mais est-ce que le travail ne se fait pas? Mais par rapport aux besoins, c'est le besoin qui n'est pas exécuté, parce que l'eau continue toujours pas prendre les maisons des gens. Et c'est là-bas qu'il faut réfléchir. C'est là-bas que chacun va porter sa voix. Chacun va dire non, écoutez, il faut que l'État fasse quelque chose, il faut que l'État fasse quelque chose. La pression, plus il y a de la pression, plus ils seront obligés de trouver les moyens de résoudre le problème comme le Bénin l'a fait. Et ça, je suis parfaitement d'accord. Et là, en tant que politique, j'interviens sur ces thématiques. Lors de mes sorties, je ne manque pas d'évoquer cette question-là. Mais lorsque j'interviens en tant que technicien, je dois m'exprimer en tant que technicien en toute objectivité. Mais en tant que politique, c'est les insuffisances que moi je vais mettre, c'est sur les insuffisances que moi je vais appuyer pour dire oui, vous ne le faites pas, parce que moi j'ai la connaissance sur cette question.
Et c'est ce que je suis en train de faire. C'est un peu comme Ruth qui est en train d'écrire des bêtises. Je souhaite même qu'il monte dans le live pour qu'on confronte les idées, pour voir si il ne va pas remettre en cause tout ce qu'il est en train d'écrire dans le commentaire. Je ne sais pas parce que je suis politique que s'il y a une réalité que je connais, je vais mentir. Non, ne vous concentrez pas sur ce que mon ami Ruth écrit. C'est à cause de ces écrits que j'ai dit qu'il faut quand même qu'il y a du respect mutuel, parce que vous n'êtes pas le décideur, vous êtes un technicien de la chose. Vous ne pouvez pas décider. Et si au Togo, le président du conseil raconte tout le temps que ils ont été financés pour que les gens n'aient plus les pieds dans l'eau, et que des années durant c'est resté comme ça, ben ce n'est pas vous votre problème. Vous l'avez dit, vous avez fait des rapports, mais bon, voilà. Bien, on va passer à autre. Truman, vous êtes jeune, il y a Blackstar qui veut prendre la parole, mais mon ami Blackstar, chaque fois s'il est ici, il veut bousculer. Normalement, dans mon live, je suis l'ordre. Je suis l'ordre. Si vous voulez laisser le frère Truman parler avant vous, je vous dites que vous n'avez pas le temps, vous n'allez pas durer. Mais je remarque que habituellement, vous bousculez l'ordre que j'ai ici. On donne la parole selon l'ordre d'arrivée. Nous avons pris cette habitude en Europe aussi. Donc, excusez-moi et laissez parler Truman d'abord et vous prendrez la parole. Mais soyez bref, s'il vous plaît. Truman. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Essayez d'être bref. Effectivement. Si vous avez des questions, si c'est une, deux, et soyez bref, posez-les directement et puis bon, on passe à autre chose. Au fait, bon, ce que j'avais à dire à l'endroit de la population, c'est tous ceux qui sont dans les zones à risque, de faire un effort, même si on ne vient pas les dire de quitter, et même aussi n'ont qu'à faire un effort aussi quitter, étant donné que on a des gens qui ne sont pas prêts pour nous quitter, qui ne sont pas prêts à nous écouter, et ils préfèrent voir les morts que de résoudre le problème à fond. Donc, même ils n'ont qu'à chercher à quitter les zones afin que il ne soit tard. Parce qu'on a perdu beaucoup de gens dans cette situation. Moi-même qui parle ici, j'en ai perdu un petit récemment dans cette histoire. Bon, tous ceux qui sont partis vraiment paix à leur âme. Mais bon, en attendant qu'on arrive à une solution définitive, il faut qu'ils trouvent une solution eux-mêmes quitter avant qu'on les dise de quitter, quoi. Parce que faut pas voir la mort comme ça et on va continuer toujours par rester que bon, on va faire comment, on ne sait pas où aller, non. Donc, ils n'ont qu'à essayer de faire ça. Donc, à ceux qui fuient leurs responsabilités, s'il y a des gens qui fuient leurs responsabilités, au lieu de prendre les responsabilités, résoudre le problème, pourtant, à cause de ça, ils sont là. Donc, il ne faut pas qu'on nous dise qu'on ne soit pas en émotion. Voilà, on doit être en émotion parce que déjà on a perdu beaucoup de gens. Donc, s'il y a une fiche de responsabilité, donc on doit utiliser aussi nos émotions. Je pense que c'est ce que j'ai à dire. Merci, Truman. Vous avez quelque chose à dire à ce que Truman vient de dire? Non, c'est pour dire, si je dis les émotions, vous voyez, j'aurais pu intervenir dans ce live pour tronquer la réalité, parce que je veux juste du sensationnel. Non, l'honnêteté intellectuelle ne me permet pas de le faire. Le domaine dans lequel je ne maîtrise absolument rien, je peux me permettre d'être dans le sensationnel. Mais le domaine dans lequel je maîtrise et je peux donner des informations pour éclairer la lanterne, c'est mon devoir de le faire en tant que citoyen. Maintenant, quant à ce qui concerne la prise de décision, les grandes décisions, pour faire en sorte que le citoyen lambda ou bien le citoyen en général soit dans de bonnes conditions, cela ne relève pas de ma compétence. Mais je peux
à travers mon intervention, éclairer la lanterne et amener chacun à se dire, ah, là, mes amis, essayons de situer le niveau de responsabilité. Ne pensons pas qu'il n'y a pas des actions qui sont menées sur le terrain, mais ces actions-là existent certes, mais insuffisantes par rapport aux besoins. Et ça, je l'ai redit plusieurs fois. Donc, en disant émotion ici, c'est par rapport à l'intervention de la sœur One Love qui disait, est-ce qu'on ne peut pas délocaliser les gens, les mettre dans les hôtels et qu'on sort? Est-ce qu'on ne peut pas prendre les hélicos? Et je dis non, ma sœur, je vous comprends parfaitement. La manière de gérer les inondations dans les pays occidentaux, ce n'est pas la même manière ici. Et j'ai pris tout mon temps pour décrire le mécanisme. Et je suis allé faire une comparaison entre la gestion des inondations et la gestion de Covid. En disant, pour Covid, on ne peut pas mettre les gens dans les écoles, on ne peut pas créer des tentes et les mettre en pleine ville. Ce n'est pas possible. Là, le dispositif qui a été mis en place, c'est les hôtels et les hôpitaux qui ont été réquisitionnés pour ça. Bien que je ne suis pas allé au fond du dossier concernant l'administration des produits. Je ne suis pas un technicien de la santé, je ne peux pas me prononcer sur les produits qui ont été administrés, s'il y a eu des morts ou non, je ne peux pas me prononcer. Le faire, ça, c'est de la mauvaise foi. Mais si j'étais un spécialiste de la santé, et je sais que par mes analyses ou bien par mes recherches, les produits qui ont été administrés ont entraîné des morts, je sors un rapport que je publie. Mais ici, je ne peux pas venir le dire, parce que je ne suis pas si demain on me demande, est-ce que tu as les preuves que l'administration des produits ont tué telle personne? Sors-nous les preuves là pour démontrer. Parce que notre objectif aussi, c'est de pouvoir éclairer le citoyen afin que le citoyen puisse revendiquer ses droits. Ce n'est pas simplement, ce n'est pas d'intoxiquer ou bien de mentir pour tronquer la vérité. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas mettre les émotions. Donc, lorsque nous sommes dans des lives, il faut prendre de la hauteur sur certaines situations. Ce qu'on peut dire et qu'on reconnaît et qu'on peut reconnaître un jour, il faut le dire sans émotion, sans état d'âme. Mais si on mélange les états d'âme, je ne serai pas là à vous éclairer sur le mécanisme de gestion de l'assistance en matière de catastrophe au pays. Tel qu'au début, je suivais le live, c'était comme si rien n'a été fait. C'est pour ça que je suis monté pour donner mon point de vue sur ce qui se fait. Parce que je suis spécialiste de la question dans un domaine bien précis et j'ai décrit tout. Voilà un peu pourquoi je disais l'émotion. Je ne dis pas que si vous avez perdu un parent, vous ne pouvez pas être sous le choc. Vous ne pouvez pas être sous l'émotion. Vous pourrez être sous l'émotion de dire, oui, j'ai perdu un parent. Dans le cas des inondations, peut-être qu'il y a eu un puits qui était là, l'enfant est mort dans ce puits parce que l'eau a inondé, on ne savait pas qu'il y avait un puits. Ou bien peut-être les enfants, et ça a existé, on a vu des enfants qui ont traversé, qui traversaient les rigoles et qui ont été emportés parce que c'est pas fermé. Ça a existé dans la zone de Tochi, dans la zone de Tochi comme ça. Ma question est celle-ci. Qu'attend le gouvernement d'entamer le programme de l'assainissement au niveau de la ville de Lomé? Ou bien ils sont en train de prévoir une autre ville ailleurs pour déménager les gens avant de commencer les travaux? Truman, pour cette question, je ne saurais répondre parce que je ne suis pas le gouvernement. Je ne saurais répondre. Par contre, je peux te dire, dans la foulée de ta question que tu poses, moi, dans nos suggestions, on a demandé qu'on puisse aussi créer des centres d'accueil dans les zones proches des inondations. Par exemple, le centre de Logopé, qui est très loin de la zone d'Adakpa, mais très loin de Bain, ne permet pas aux gens de Bain ou d'Adakpa de venir là-bas. Et je vous ai expliqué que les gens ne veulent pas. C'est pas que je suis en train de mentir. Et les gens ne veulent pas quitter leur zone jusqu'à des kilomètres étant là-bas et n'ayant aucune sécurité de leurs biens. Parce que dans ce genre d'opération, il y a beaucoup de personnes ont été interpellées. On a en 2000, je crois en 2011, 2000, combien là, on avait fait un camp dans la zone de Dakpa, mais tous ceux qui étaient inondés, qui sont déplacés, les voleurs n'ont pas fait cadeau à leur maison. Les vitres, ils ont volé. Et c'est ça qui a fait que les populations ne sont plus prêtes à se déplacer. Mais par contre, si on peut créer des centres d'accueil bien structurés, bien organisés, en fonction de la taille de la population dans la zone, quand une situation d'inondation arrive, on peut les déplacer. Ça serait aussi quand même quelque chose, parce que c'est des habitats temporaires. Après, quand l'eau se retire, il peut repartir. En attendant qu'ils trouvent les moyens de drainer la ville. Mais dire que, qu'est-ce que le gouvernement et qu'est-ce qu'on entend, le plan, je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne suis pas au niveau décisionnel. Je suis dans la même logique que vous. Merci.
Mon ami Black Star Line, maintenant c'est votre tour. Vous avez la parole. Merci d'avoir attendu. Je vous en prie. Salutations à vous, grand frère Ali et Mokhtar Akondo, et à votre panel aussi. Merci. Rassurez-vous, mon cher monsieur, je suis connu pour bousculer depuis tout petit. C'est mon incarnation. Je voudrais... Bousculer, ça gêne les autres. Oh, vous savez, l'humain sera toujours gêné par la bousculade. Ça fait partie intégrante même du processus humain. Si vous le faites, il y aura ceux qui sont plus forts pour vous bousculer. Ah, bah, ainsi va la vie, mon cher monsieur. On n'a pas le choix. C'est comme ça. Bien, allez-y. Merci beaucoup. Oui, monsieur Che Guevara, vous êtes abonné à mon compte. Je vous ai laissé sur mon compte et observé un peu les choses. Monsieur Che Guevara, vous avez parlé de l'émotion. Donc ici, nous n'allons pas rentrer de l'émotionnalité. Nous allons parler factuel, mon cher monsieur Che Guevara. J'ai entendu beaucoup de choses qui, pour moi, relèvent... Tapoter. Le live ne vit que du tapotage et du partage, s'il vous plaît. Oui, allez-y, Blackstar. Donc, je disais ceci, j'ai entendu de votre part beaucoup de contorsions intellectuelles. Je vous le dis en toute sincérité, mon cher monsieur. Vous avez parlé d'abord de la question de l'inondation. Évidemment, tout le golfe de Guinée est sise sous le niveau de la mer. Donc ici, il ne s'agit pas de faire des patchwork de travaux. Il s'agit ici de faire des grandes canals, tels aux États-Unis, même pas à Amsterdam, mais tels aux États-Unis, pour drainer réellement la chose. Donc, j'ai cru entendre ce que vous disiez que, finalement, nous parlons de piscine et vous avez parlé de la salle de bain. Parce que j'écoute très bien les gens. Et donc ça, je trouve ça un peu quand même une incongruité de votre part. Vous avez parlé du fait que les citoyens se sont installés dans des rizières presque, et vraiment, et sans respect. Mais qui c'est qui garantit le cadastre? N'est-ce pas l'État? Alors, laissez les citoyens tranquilles, monsieur. Ici, je voudrais continuer en disant ceci. Vous avez parlé du fait que chacun doit mettre la main à la pâte pour éventuellement faire des canaux, des petits canaux. Je voudrais faire une précision, Black Star Line. Oui, allez-y. Che Guevara n'est pas mon invité. C'est dans les discussions, comme il l'a dit, que notre fille Raï Touré, qui est aussi dans le domaine, a dit quelque chose et Che Guevara a voulu corriger et expliquer ce qui se passe. Donc, si nous devons lui poser des questions ou bien dire quelque chose à ce sujet auquel Che Guevara doit répondre, nous devons mesurer un peu notre façon de lui parler. Parce qu'il n'est pas ici. Si je l'avais invité spécialement, là, c'est autre chose. Il n'est pas invité spécialement. Il a voulu apporter sa contribution et expliquer comment, dans leur domaine, ça se passe. Mais ceux qui décident, lui ne fait pas partie de ceux qui décident. Ceux qui décident sont là, c'est à eux de faire le devoir qui leur sont dévolus. Voilà. Merci. C'était une précision. Merci à vous, mais faites confiance à mon intelligence. J'ai très bien compris que M. Che Guevara n'est pas invité et que monsieur est en train de répondre, mais nous discutions entre Togolais. Alors, oui, nous sommes en droit de discuter. Mais quand vous lui dites qu'il débite des incongruités... Ah oui, oui, il y a une incongruité là-dedans. C'est pas une insulte. Pointer quelque chose du doigt n'est pas une insulte. Il faut pas... Et M. Che Guevara, jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas connu sur les réseaux sociaux pour insulter les gens. Donc ici, il s'agit d'idées, hein. Parlons d'idées. Il y a une incongruité dans ce qu'il dit, mon cher grand-père. Donc, permettez-moi de finir, M. Che Guevara. On va le laisser continuer jusque je vais juste relever un petit truc dont il appelle incongruité, qu'il vient de confirmer. Là, ça veut dire que ce que je dis, si c'était une incongruité, il ne dirait pas la même chose. Il vient de parler du cas du golfe de Guinée par rapport à la position de la mer. Ce que j'ai déjà relevé, est-ce que ça, c'est une incongruité? Monsieur Che Guevara, permettez-moi de finir. Un instant. Pour que vous ne perdez pas l'idée, vous allez continuer. Est-ce que c'est une incongruité? Vous venez de confirmer ce que j'ai déjà dit. Alors, ce n'est pas une incongruité.
Si c'était peut-être une idée contradictoire à ce que j'ai dit, là on comprendrait. Deuxième aspect, vous dites que j'ai dit les citoyens... Permettez-moi de finir, c'est pas cette histoire. Okay, permettez-moi de finir, sinon vous n'allez pas comprendre. Ça, c'est la technique de Dominem, on appelle ça. Bon, pour revenir à ce que j'allais dire, donc M. Che Guevara, c'est totalement incongru de votre part de dire que des citoyens doivent se substituer à l'État pour pouvoir faire des rigoles, ainsi de suite, pour le drainage d'eau. Non, mon cher monsieur, les citoyens, ils payent des impôts, ils payent des ceci, ils payent de cela. C'est l'État qui est régalien, c'est pas le citoyen. Quand même, monsieur. Hein, quand même. Et donc, ici, il y a lieu de comprendre ceci. Ce n'est pas le fait de faire des petits patchwork et d'idées et qui va résolver le problème fondamentalement. Le problème fondamentalement ici est d'abord le cadastral, parce qu'on a laissé les gens acheter des terrains de tout azimut. Le problème ici, c'est les manques de volonté pour pouvoir drainer réellement avec des grands canaux comme aux États-Unis, hein, où vous avez même des voitures qui roulent là-dedans. Donc, cela revient à dire l'expropriation. Et une bonne partie de Lomé va être quand même déménagée. Mais non, vous avez parlé des déménagements. Elle est là, l'incongruité que j'ai voulu vous toucher du doigt. Vous dites que, évidemment, des écoles sont réquisitionnées. Mon messieurs, si les écoles sont réquisitionnées, les enfants vont aller à l'école où? Donc, ils sont en vacances, de fait et d'office. Donc, on sacrifie le manque de structure aux dépens de l'éducation nationale. Et ceci est une grave erreur fondamentale que vous avez dite. Et c'est pour ça que je vous ai écouté profondément et âprement. Et je me suis dit, ben dis donc, il se démerde bien ce monsieur, mais par contre, attention, j'aime pas trop ça. Donc, je le dis ça en toute bonne foi et modestie. Et en terminant et parachever ce que j'allais dire, que, vous savez, mon cher monsieur, va falloir que nous bousculons nous-mêmes aussi nos idées. Et surtout nos idées reçues. Donc, va falloir que nous bousculons aussi. Et sachez, pour terminer, que vous savez, mon cher monsieur, les rapports sont faits pour être mis dans les placards. C'est une vérité absolue. Qu'ils soient Occident ou pas, les rapports sont faits pour être mis au placard. Donc ici, il ne s'agit pas de faire des rapports. Il s'agit quand même de tempêter un temps soit peu, et de manière à ce que les choses puissent éventuellement. Mais si nous sommes dans le patchwork et dans les à peu préismes, c'est pas gagné. Merci. Merci Black Star Line. Bien, Che Guevara. Je vais rire, excusez-moi de rire, parce que j'ai vu que pratiquement tout ce que le monsieur Black a dit, je l'ai dit. Peut-être qu'il a voulu pimenter le débat en montrant qu'il a apporté quelque chose de plus, alors qu'en réalité, tout ce qu'il vient de développer, je l'ai dit. Je vais reprendre pour qu'il voit que tout ce qu'il a dit, je l'ai déjà dit. J'ai déjà évoqué cela. Je prends le cas de l'école, le dernier exemple. J'ai dit, dans la zone normalement, étant donné qu'il n'y a pas des infrastructures, l'alternative qui est souvent utilisée, c'est qu'on réquisitionne une partie de l'école. Ça ne veut pas dire que les enfants seront à la maison. Il y a un mécanisme qui est mis en place, qui permet aux enfants de continuer les cours. Ce n'est pas tout l'établissement qu'on réquisitionne. On prend peut-être un bâtiment et le reste, on fait des tentes pour pouvoir habiter, puisque ça dépend du nombre de personnes qui viennent sur le site. Et en fonction des infrastructures scolaires qui existent dans la zone, on les répartit. L'école, tout continue normalement comme si rien ne s'était. Et les enfants des sinistrés continuent aussi les cours, comme si rien ne s'était. Ils sont accompagnés. En quoi cela est incongru? Monsieur Chegara, je vais vous laisser. Je vais vous dire une fois de plus, vous venez de dire encore une incongruité. Un instant. Non, attendez. Ne partez pas. Ne partez pas. Suivez, parce que je vais écouter. Suivez, parce que je vais écouter. Ce n'est pas une incongruité. J'ai décrit le mécanisme qui se fait. J'ai décrit le mécanisme qui se fait. Je ne peux pas venir mentir, dire ce qui ne se fait pas à la place de ce qui se fait. Maintenant, si cela se fait, est-ce que c'est de ma responsabilité? Ou bien c'est une incongruité d'avoir dit ce qui se fait? Pour dire c'est une alternative qui est utilisée. On va laisser ces enfants-là à la maison, on va laisser les personnes là qui disent, bon, ils n'ont pas où dormir. En attendant d'avoir les infrastructures, voilà la stratégie qui est utilisée. Vous allez dire que ça aussi c'est mauvais. Et que c'est une incongruité, c'est parce que vous méconnaissez la réalité du terrain que vous le dites. Deuxième élément, vous dites que les caniveaux, qu'on doit faire les caniveaux, ainsi de suite.
et que les citoyens doivent faire le caniveau. J'ai dit dans mon intervention que au lieu qu'on s'attarde à prendre les taxes d'habitation où on veut harceler les gens avec les taxes d'habitation, pourquoi ne pas encourager peut-être le citoyen à dire, bon, ok, c'est une suggestion, je n'ai pas dit que c'est ce qui se fait. J'ai dit, c'est une réflexion en quelque sorte. Si par exemple on demande à chacun, ok, chaque propriétaire de maison essaie de faire quelques caniveaux pour drainer, ne serait-ce que les petites eaux qui circulent dans votre zone là-bas, là, que ça puisse aller, parce qu'eux-mêmes, ils ont mis d'autres canaux de drainage de l'eau des quartiers. Est-ce que cela ne va pas aider le citoyen? Est-ce que cela ne va pas être quelque chose aussi, quand même, qui pourra contribuer en attendant de trouver les grands moyens qu'il faut? C'est une réflexion, je n'ai pas dit que c'est ce qui se fait. Il ne faut pas confondre ce que j'ai dit en termes de réflexion et en termes d'action. Il ne faut pas confondre, ce n'est pas une incongruité. Si aujourd'hui on te dit, bon, ok, au lieu de te prendre les taxes d'habitation, c'est un exemple, au lieu de te prendre les taxes d'habitation, on donne un modèle. On donne un modèle de caniveau. Au lieu de venir faire des caniveaux pour bloquer les maisons des gens, on vous donne un modèle et avec l'appui de la mairie et des techniciens, on suit la mise en œuvre. Est-ce qu'en cela, cela ne peut pas aussi contribuer? Je n'ai pas imposé. Je vais vous répondre quand même, non? Attendez que je termine. Quand même un minimum, non? Attendez que je termine. C'est le terminer, vous allez dire ce que vous pensez sur ce qu'il a dit. La merde alors, j'avais pas terminé, mais j'ai coupé. C'est une réflexion que j'ai menée et je n'ai pas dit que c'est ce que l'État est en train de faire. Et j'ai dit ici que les rétentions d'eau qui ont été mises en place dans le... Mais ces rétentions d'eau-là, au lieu de servir à desservir, ont contribué quelque part aussi à inonder des zones qui n'étaient pas, les maisons qui n'étaient pas inondées. Et j'ai même émis une autre idée en disant que, par exemple, ces caniveaux-là et ces rétentions d'eau, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir en termes d'utilisation de l'eau, de ces rétentions d'eau-là? Puisque Lomé n'a pas, en matière d'accès à l'eau potable, tout le monde n'a pas accès. La régie n'arrive pas à couvrir ou bien ne couvre pas toutes les zones. Est-ce qu'on ne peut pas exploiter ces zones-là, traiter les eaux-là et les redistribuer pour que les gens aient accès à l'eau potable? Même au centre-ville de Lomé, ici, il y a des zones où les gens n'ont pas accès à l'eau. Pourquoi ne pas exploiter? Au fur et à mesure que peut-être l'eau-là est utilisée pour la consommation, peut-être que ça va réduire et la rétention là qui déborde dans les maisons. C'est une réflexion. Ça, jusqu'alors, je n'ai pas dit que c'est ce que l'État fait. Merci. Bon, en quoi cela est une incongruité? Je vais vous répondre, vous voulez bien? Répondez. Vous voulez bien, je vous réponds quand même un minimum? Merci. Vous voyez, vous dites des incongruités. Je vous le dis pourquoi, mon cher monsieur. Parce que vous avez parlé des écoles. Ok, qu'une partie de l'école est réquisitionnée. Je ne sais à quel moment les enfants peuvent aller à l'école avec une partie des gens de leur école qui sont habillés comme des Rwandais, avec des bagages et tout ce qui va avec parce qu'ils sont sinistrés. En train de faire des akoumés directement parce qu'il faudrait bien qu'ils mangent quand même, quoi. Et les gosses, ils regardent ça. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont étudier. C'est une incongruité. Vous voyez? Vous avez parlé de quelque chose en disant tout simplement que la question de l'eau, il faudrait peut-être que s'en servir éventuellement que quand l'humain boira de l'eau, bon bah, ça diminuerait un peu moins le problème. Super. C'est une incongruité totale parce que les fleuves Ezio et tous les fleuves qui sont tout autour de Lomé suffit à brancher des centrales dessus, d'assainissement d'eau, et les Loméens boiront tranquillement. Ils n'ont pas besoin de l'eau saumâtre qui tombe de la pluie pour envahir leur maison pour boire. Donc, problème réellement, je vous assure, mon cher monsieur, personnellement, je n'ai rien contre vous, mais je vous entends dans beaucoup de choses, je me dis, purée, c'est pas possible. Et malheureusement, bon bah, c'est vous qui êtes technicien. Tant mieux. Bonne discussion à vous tous. Grand frère Mokhtar Yakondo. Merci beaucoup. Merci à votre panel aussi. Merci, Black. Je constate que peut-être ce qui vous intéresse, c'est seulement utiliser le mot incongruité, alors que vous-même, ce que vous proposez comme idée n'est pas encore une idée que je pourrais aussi dire une incongruité. Parce que vous dites le fleuve Zio, on peut utiliser l'eau de fleuve Zio. Maintenant, l'eau qui est déjà au milieu, au centre de la ville, qui crée des inondations, s'il y a un mécanisme qui pourra être utilisé pour desservir les gens et éviter que l'eau la envahisse, il faut alors là attendre des grandes tribunes de fleuve Zio pour pouvoir desservir les gens. Vous ne voyez pas que vous-même c'est de l'incongruité que vous proposez? Il y a, quand on veut proposer un plan d'action, il y a les plans d'action à court, à moyen et à long terme. C'est ce que vous devez comprendre. Et donc la suggestion que moi je suis en train de faire, je ne l'impose pas. Je partage une réflexion. Si cela est possible, cela peut se faire. Au Ghana, s'ils utilisent
Si les gens prennent de l'eau dans les fleuves ou bien prennent de l'eau dans des barrages, ils exploitent. C'est faisable ici aussi. Pourquoi on ne peut pas le faire? Est-ce qu'on ne peut pas utiliser ces eaux-là pour faire d'autres activités, pour que l'eau-là ne stagne pas là-bas, mais que l'eau continue toujours par aller, occuper les espaces, et que de nouvelles eaux viennent et que ça reparte? Est-ce que ça, c'est une incongruité? Non, j'ai l'impression que vous êtes... S'il vous plaît, est-ce que... Pardon, 2 minutes, madame. Monsieur Sigaraba, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je m'en vais avec mes incongruités. Et sachez que personnellement, je ne vous connais pas, donc je vous en veux en rien du tout. Mais les propos que vous développez ne tiennent pas la route. Il y a beaucoup de contorsions intellectuelles là-dedans. Et l'idée n'est pas de vous insulter ou vous manquer de respect, hein, ni de faire des joutes verbaux. Donc, mon cher monsieur, je vous souhaite une très très bonne soirée. Et puis que du positif à vous. Et bon courage, abnégation. Merci pour votre intervention et surtout la vision pessimiste et surtout que vous semblez connaître tout. Je vous le concède. Mais dis donc, il m'habille en plus, mais dis donc, mais il est terrible ce monsieur. Il m'habille en plus pour le pessimisme. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Dis donc, Che Guevara, du vent, arrêtez vos bêtises quand même. Faut pas habiller les gens comme ça quand même. C'est pas bien. Ah, ok. J'ai l'impression que vous direz mal. Vous direz mal. Hey, bisous mon frère. Ciao, ciao. Bisous mon frère. Ciao. Ouais, non. Ne faites pas quelque chose que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Je suis désolé. Black. Allez, avec votre incongruité, continuez toujours dans votre pessimisme. Bien. Rai Touré, tu as quelque chose à dire? Ah, papa, non, je vois que mon intervention a prolongé le live, quoi. Oui, vraiment, vraiment. Mais c'était bon. Hein, à tel point où je n'avais plus de mots. C'est bien, vous êtes sur le plateau, bon, avec ces échanges-là, et on comprend encore mieux. Et bon, notre frère Che Guevara vient nous expliquer comment ça se passe. Mais en résumé, et en conclusion, je crois que ce sont les dirigeants, ce sont les décideurs qui ne sont pas sérieux. Parce que eux, ils peuvent avoir tout fait. Si les décideurs ne prennent pas des décisions correctes pour changer les choses, et on va toujours piétiner. Voilà. Oui. Surtout que nous tous, nous sommes de même avis que tout le monde. Nous sommes de même avis que tout ce que les gens ont dit. Raï, c'est le problème, c'est pas nous. Un instant. Donc, il y a un ami, je ne sais pas si c'est Blackline qui l'a dit, que eux, en tant que techniciens, ils devaient faire du bruit pour que ça change. Mais on sait comment ça se passe au pays. Voilà, les réalités des pays diffèrent. Vous, en tant que technicien, on vous gaze proprement, on vous rentre dedans. Ah oui. C'est ça le problème aussi. Bien. Ouais, s'il te plaît, je voudrais vous dire, quand il suit ces lives-là, quand il suit la plupart des lives-là, combien de techniciens ont ce courage-là, dans un contexte où nous sommes, ont ce courage de sortir publiquement, venir expliquer comment les choses marchent? Les gens préfèrent se taire. Mais absolument pas de problème. C'est pour ça que je le demande, combien de personnes, quand vous suivez les lives, peut-être vous tous vous participez à des lives, combien de techniciens sortent, ne serait-ce que expliquer un peu comment ça fonctionne? Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur de la vindicte populaire. Quand on dit, ah voilà, ce sont eux ça. Ce sont les gens du régime. Et ils supportent le gouvernement. Ils ont peur de ça. Or, ils pouvaient éclairer la lanterne pour permettre à ce que les gens fassent de belles analyses et de belles propositions. Deux, ils ont peur de se prononcer parce qu'on va leur dire, qui t'a mandaté de venir parler de la manière dont ça fonctionne? Tu as eu l'autorisation où? Donc, il y a tellement de choses que les gens préfèrent se taire. Si ça va se gâter, que ça se gâte, alors que nous tous, nous y sommes dedans. Personne ne s'en sort. Mais si quelqu'un vient, il vous éclaire, il vous explique un peu comment ça marche, c'est qu'automatiquement, il devient un valet du pouvoir. Non, il faut prendre de la hauteur. J'aurais pu venir intervenir dans les émotions, attaquer, mentir, dire des choses qui ne sont pas bien. Est-ce qu'en le faisant, je contribue à éclairer la lanterne?
La sœur Ruki et la sœur Raï a commencé, j'ai constaté que elle a bien dit qu'elle a fait l'école de formation sociale. J'enseigne là-bas. J'ai compris qu'elle a voulu développer quelque chose pour montrer qu'on peut, l'action citoyenne, qu'on peut. Mais elle avait du mal à pouvoir s'en sortir. C'est pour ça que je suis venu en soutien pour l'aider à mieux expliquer, pour éclairer davantage la lanterne afin que les gens sachent qu'il y a quand même des choses qui se font. Sauf que ce qui se fait par rapport aux besoins, il y a une difficulté. Sinon, j'aurais pu me faire et venir raconter de n'importe quoi. Est-ce qu'on aurait contribué? Regardez, on était à presque 69 personnes dans le live. Mais à force d'expliquer, on est passé jusqu'à 100. Je suis sûr que les gens sont partis aujourd'hui avec des informations qu'ils ne savaient pas. Qu'ils ne savaient pas. Est-ce que ce live-là n'a pas contribué à éclairer la lanterne? Maintenant, c'est pour ça que j'ai aimé votre conclusion. Nous, en tant que techniciens, nous faisons notre travail. Mais la dernière décision ne nous revient pas. Mais quand il dit que les techniciens doivent... comment les techniciens doivent réagir? Ils vont brandir la pancarte pour commencer par dire faites ceci, faites ceci. Si les techniciens ne sortent pas dans les lives pour expliquer un peu comment ce qui se fait sur le terrain, les difficultés qu'ils ont, pour que les citoyens, eux aussi, comprennent qu'il y a quand même quelque chose qui se fait et que voilà ce qui ne se fait pas et qu'il faut revendiquer, réclamer pour que l'État prenne les dispositions. Est-ce qu'on pourra s'en sortir? La politique n'est pas seulement faite pour passer des intox. Il faut éclairer les gens et ils pourront maintenant mieux intervenir, mieux réagir, solliciter, qu'on puisse les aider dans ce sens-là. Ce que moi je disais, c'est le mensonge. Si je ne suis pas informé sur quelque chose, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Parce que si on te demande aujourd'hui où sont les preuves, est-ce que tu pourras le dire? Mais j'ai donné des documents de référence sur Internet, vous pouvez chercher le plan Orsec. Vous pouvez chercher, lire, pour voir ce que je dis. Est-ce que c'est différent de ce qui se fait? Bon, voilà, merci, cher doyen. Merci beaucoup. Oui. One Love, est-ce que tu as quelque chose à dire? Oui, j'ai beaucoup, je peux même aller dans la maison de mon frère Che Guevara et on continue le débat, mais hélas. Ok, j'ai beaucoup de choses à dire. Vous savez, lorsque vous travaillez dans le domaine public, je suis désolée, je sais que il y a des limitations qui vous empêchent de faire votre boulot. Vous voulez poser des questions ou bien vous voulez commenter? Non, je voulais juste commenter. Je vais faire mon... soyez aussi bref parce que voilà. Oui. J'ai commencé le live depuis 22 heures. Oui. Il est maintenant 3 heures. Voilà, donc c'est mon mot de fin en fait. Donc, c'est pour dire que lorsque vous êtes vous travaillez dans le domaine public en fait, et que lorsque toute action, malgré que vous ne prenez pas les décisions, les gens qui sont frustrés, parce que on les appelle en fait en anglais front line. Donc, lorsque vous êtes au devant, ils vont vous attaquer parce que ils sont frustrés. Il faut les comprendre, il faut être patient. Donc, ce que j'allais vous dire, c'est que c'est pas vous. Vous n'avez rien fait de mal. Vous avez tout expliqué, on a bien compris. Mais le problème, c'est que c'est au niveau du gouvernement. Mais en fait, ce qui se passe, ça ne se passe pas très bien. Le gouvernement est en faute. Le gouvernement, ne fout rien du tout. Ils sont là. On cotise beaucoup. Il y a beaucoup de ressources dans ce pays-là. Ils n'utilisent pas pour le bien-être de la population. Lorsqu'il y a des dégâts, il n'y a rien qui est fait en fait. Donc, on souffre et on est frustré. Et donc, la première personne qui arrive, on déverse notre colère sur cette personne-là. Et je crois que vous avez pris le devant aujourd'hui. Et malheureusement, vous n'êtes pas responsable, mais on a pris ça sur vous. Mais vous savez, la différence entre l'Europe et l'Afrique, c'est que, je suis désolée de le dire, mais vos salaires ne vous permettent pas de démissionner et de dire que merde, je ne veux pas faire partir de ce gouvernement de merde là. Et que j'enlève mes clics et claques et je m'en vais.
Parce que vous pensez à votre famille et vous continuez toujours pas à travailler dans ça. Parce que lorsque vous êtes dans le domaine, ils vont toujours vous attribuer à ce qui se passe au Togo. C'est ça notre triste réalité en fait. Donc voilà, si moi c'était en Europe et que moi, en fait, en tant qu'infirmière d'État, je peux démissionner parce que je ne veux pas faire partir de l'État là qui maltraite le peuple et un président qui se permet de prendre l'hélicoptère pour se promener tous les jours, qui voyage, qui va en Italie, je ne sais pas combien de fois, et puis l'OTR qui vole 500 000 2 fois, 500 millions 2 fois par semaine pour mettre sur son compte là les gens qui sont là-bas et qui est la population qui souffre. Je ne peux pas supporter ça. Je démissionne. Ça, on peut le faire en Europe parce que on a les moyens. On a les moyens pour que la population, le gouvernement nous protège. Mais je vous comprends parce que vous n'avez pas les moyens. Et manque ou bien faute de moyens sur le terrain, vous permettez toujours de faire partie de ce gouvernement-là qui ne fout rien, qui est tellement inutile pour le Togo. Mais je vous assure que nous, on est là, hein, on regarde et que on est parti très jeune. On a fait nos études en Europe et on attend le moment opportun pour venir, pour changer ce pays, pour le transformer au berceau de l'humanité, comme dans le hymne national. Voilà, merci beaucoup et merci pour tout ce que vous êtes en train de faire. On n'est pas en train de vous accuser. Vous êtes en train de faire de vos mieux, de votre mieux. Vous êtes en train de, je sais pas comment vous le dire. Vous avez tout expliqué, on a bien compris, mais c'est pas de votre faute, mais parce que vous n'avez pas d'autres moyens et que c'est juste pour survivre à vos moyens que vous êtes toujours là. Mais si c'était de l'autre côté, nous, on allait prendre nos clics et claques et dire merde à ce gouvernement-là et on dégage, voilà. Merci beaucoup. Merci, Papa Ali. Merci, One Love. Merci beaucoup pour votre contribution. Grand merci. Nous cherchons tous la vérité. Nous voulons tous le bien du Togo. Et c'est en cela que nous sommes en train de discuter, d'échanger des idées. Voilà. Merci, One Love. Merci. Bien, vous avez quelque chose à dire à ce que One Love a... Oui, je tiens à remercier One Love pour son intervention. Et on ne démissionne pas parce que un gouvernement ne le fait pas bien. Vous êtes un fonctionnaire, vous avez postulé, vous avez gagné et vous avez été recruté. C'est pour un objectif bien précis. La preuve, dans nos organisations, quelle que soit la structure dans laquelle vous êtes, tout n'est pas parfait. Mais vous n'allez pas, sous le coup de tête, démissionner parce que tout doit être parfait. Non, c'est comme ça que je perçois la chose. Mais je comprends exactement ce qu'elle est en train de dire. Elle a en partie raison, c'est tout à fait normal. Mais au même moment, ce que je vais exhorter ou encourager, c'est qu'il faut encourager que les citoyens togolais, que les techniciens, lorsqu'il y a des débats sur des sujets sur lesquels on veut peut-être attaquer le gouvernement, faites en sorte que les gens aient l'envie de monter dans les lives pour venir expliquer. Plus vous comprenez comment ça fonctionne, plus vous pouvez détecter les failles et savoir orienter les revendications ou les actions à mener dans le sens de faire la pression sur le régime. Si cette ouverture n'est pas accordée aux gens, de venir expliquer, peut-être qu'il y a d'autres bonnes volontés, je ne dis pas que sur le sol, hein, peut-être qu'il y a d'autres bonnes volontés qui veulent bien intervenir, peut-être qu'il y a des gens qui sont sous le live, qui suivaient, mais ils se disent, ah, ce monsieur-là, il est courageux, il est audacieux, hein, il a essayé. Mais regardez comment ils se sont en pris à lui, comme si c'était lui qui devait décider. Mais moi, je suis un habitué de ces genres d'attaques. Et je réponds quand je peux répondre. Il faut plutôt encourager les gens à monter, les techniciens, quel que soit le domaine, à monter et à expliquer un peu comment ça fonctionne. Ça ne veut pas dire que la personne qui explique la manière dont ça fonctionne, c'est l'idéal. Non, la personne décrit. Peut-être qu'on n'est pas informé de certaines choses. Mais à partir de l'explication qu'on donne, on sera maintenant mieux éclairé et on pourra maintenant voir quels sont les côtés favorables et les failles qu'il faut attaquer
pour mettre la pression sur le gouvernement afin que le gouvernement travaille. C'est comme ça, moi, je perçois. C'est pour ça que je suis rentré dans le live. Je l'ai répété plusieurs fois. Donc, doyen, si vous ouvrez des lives et que des sujets touchent peut-être l'État ou le fonctionnement dans quel que soit le domaine, encouragez les gens à venir expliquer. Il ne faut pas que les gens soient pessimistes dans les interventions, bien sûr négativistes. Il faut écouter l'autre et voir les aspects qu'il a développés que peut-être l'État ne fait pas et orienter le débat vers là pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir corriger. Comme ça, on est dans l'action citoyenne. L'action citoyenne aussi, c'est un combat. C'est un combat. Et parfois, il y a des réalités que les gens ne maîtrisent pas. Mais c'est eux qui veulent faire la grande gueule en matière politique. Alors que pour faire de la politique, il faut être très cultivé. Il faut être très informé. Et ça, le doyen Mokhtar, vous ne pouvez pas me dire le contraire. Vous êtes très cultivé, vous êtes très informé. J'ai vu que dans mon intervention, vous avez su recadrer les gens qui étaient en train de ramener le débat sur un autre champ. C'est comme ça le débat intellectuel, le débat dans les lives doit se passer. Et vous avez même fait des témoignages. Quand vous étiez au pays, ce que j'ai dit, vous l'avez aussi fait. En partie. Mais la suite, peut-être que vous n'avez pas les informations, c'est ce que j'ai donné. Donc, je vous encourage, cher doyen, à motiver les techniciens à monter dans vos lives pour expliquer davantage comment les choses marchent, quel que soit le domaine. Et quand quelqu'un vient pour divertir, pour insulter, pour attaquer, pour faire ceci, essayez de les recadrer. Ça veut dire que c'est des gens qui ne veulent pas que le pays avance. Ce n'est pas dans les attaques, comme ils le font dans l'émotion, qu'ils vont contribuer à mettre la pression sur le régime. Il faut savoir sous quel angle l'attaquer pour qu'il puisse changer. Et c'est ce qu'on veut. Voilà. Papa Ali, s'il vous plaît, je ne vais pas vous manquer de respect, mais je vais juste vous poser une question à Papa Ali, s'il vous plaît. Oui, voilà, oui. Merci beaucoup. Est-ce que vous maîtrisez un peu la politique? Je sais que mon frère Che Guevara va dire que c'est en Europe. Mais en fait, nous aussi, on est des êtres humains comme des Noirs. Et on a besoin, on est assoiffés d'être aussi, de pratiquer ce que les Blancs pratiquent aussi chez eux, si ça nous arrange en fait. Donc, je voulais dire, parce qu'on est des êtres humains, on a le droit de l'homme. Est-ce que vous savez que dans le gouvernement anglais, en fait, lorsque les ministres ne sont pas d'accord, ils démissionnent tous et laissent le premier ministre. Oui, oui, Voilà. bien sûr. Voilà. Pas Donc, seulement en Angleterre. Voilà. Oui. Partout. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Un instant. Quand un ministre n'est pas d'accord avec la politique de gouvernance de son gouvernement ou bien du premier ministre, il démissionne. Voilà. Merci beaucoup. Mais au Togo, c'est un peu difficile quand l'on voit toute cette famille qu'il nourrit. Il y a sa femme, ses enfants, si son papa vit, si sa maman vit, les tantes, les cousins, les oncles. Et quand il voit ça, il est obligé de faire. Parce que s'il démissionne, non seulement il ne sera plus payé, mais de deux, il va avoir des problèmes avec le chef de l'État. Merci beaucoup. Donc, en fait, c'est par rapport aux situations personnelles qui empêchent les gens de prendre de bonnes décisions. S'il y avait la démocratie au Togo, mon frère Che Guevara qui est là, je ne pense pas que vous pouvez débattre parce que c'est tellement clair, c'est concise. Et il n'aura même pas de débat. Mais c'est parce qu'on est dans un état dictatorial que vous êtes obligé de vous soumettre à ce que vous dites. Je vous donne un exemple. Par exemple, au niveau... Un instant, Che Guevara, s'il vous plaît. Je vous donne un exemple. Vous vous souvenez, lorsque le syndicat des enseignants a fait grève, qu'est-ce qui s'est passé? On les a licenciés. On a licencié bon nombre. Sauf ceux qui sont du côté du régime sont restés. Vous voyez? Au niveau des médecins, c'était presque la même chose. Donc au Togo, une structure des techniciens dans un domaine, ils peuvent se lever pour dire non, nous avons fait des rapports et le chef
le président du conseil n'a pas réagi, ou bien le gouvernement n'a pas réagi. Et ceux-là, ils s'exposent. On va les arrêter tous. Peut-être ils vont, bon, pour éviter qu'ils soient arrêtés, donc ils doivent quitter le pays. Et beaucoup de nos compatriotes ont quitté le pays comme ça. C'est-à-dire, celui qui veut dire la vérité, il est exposé. C'est ça un peu la différence entre ce qui se passe en Europe où nous vivons et ce qui se passe chez nous. C'est ça. Il y a beaucoup d'exemples. Voilà. Il y a Che Guevara. Vous êtes là? Vous avez pris en partie ce que je voulais développer. Vous voyez, ça c'est des techniciens hein, qui se sont constitués en syndicat pour revendiquer des choses. Vous avez vu les conséquences. Il y a eu des morts, il y a eu des arrestations, il y a des licenciements, ainsi de suite. Maintenant, par rapport à ce que One Love dit, c'est tout à fait normal. Quand on est politique, ou bien on est ministre, ou bien on occupe une fonction politique, dans ce genre de situation, quand on ne vous donne pas les moyens de mettre en œuvre votre politique ou bien votre vision, là vous pouvez démissionner parce que vous avez été nommé. Vous occupez un poste politique. C'est différent d'un technicien qui a été recruté sur la base peut-être d'un concours ou bien d'un appel d'offres. C'est différent. Si c'est le technicien, il doit peut-être adhérer à un syndicat et à travers le syndicat, ils peuvent revendiquer. Et là, vous connaissez le contexte togolais. Quand vous vous mettez, c'est ce que le doyen Ali vient de dire. Quand vous vous mettez, vous voyez ce que vous avez, le prix à payer. En Europe, oui, parce qu'il y a de la démocratie, parce que les droits de l'homme sont respectés. Mais ici, vous comprenez, c'est un peu compliqué. C'est très compliqué. Mais si, par exemple, j'étais un ministre, ou j'ai été nommé en poste de responsabilité, j'ai reçu des rapports, voilà ce qu'il faut pour régler le problème. On ne le fait pas, je peux tout de suite déposer ma lettre de démission. Parce que ça ne me honore pas. Je ne suis pas là, je suis là pour servir l'État et non pour servir peut-être un individu ou bien un groupe. Là, je peux démissionner. Mais dans notre contexte, en tant qu'expert, tu ne pourras pas démissionner. Si c'est le cas, ça veut dire que tous les experts qui sont dans des domaines différents là, doivent tous abandonner ou bien démissionner. Ou est-ce que la République va encore exister? Est-ce que les institutions vont encore exister? C'est-à-dire les hommes qui vont travailler dans ces institutions, est-ce qu'ils vont encore exister? C'est impossible. Mais pour des postes politiques, c'est très facile de le faire. Je prends le cas de Feu Maître Agbebor. Quand il était Premier ministre, et il avait voulu conduire la transition à l'époque, il a eu des ministres. Mais ces ministres-là qui avaient occupé leur poste n'avaient pas les moyens pour travailler. À un moment donné, il a tapé du poing sur la poigne en disant si les barons du régime doivent empêcher leur ministre, bien doivent empêcher. Là, lui démissionne. Alors que nous étions dans une période très sensible, on sortait d'une crise. Je ne sais pas si vous avez souvenance. Oui. Taper sur une pointe sur la planche pour que les choses marchent. C'est dans ce cas, parce qu'en ce moment-là, la tension était telle que le régime avait tellement peur que si Agbebor démissionnait à l'époque, on allait encore replonger dans la crise. Mais il a utilisé ça pour faire passer certaines informations et certaines décisions. Donc, c'est vrai que parfois c'est bien de comparer l'Europe et l'Afrique, mais il faut qu'on essaye d'être un peu plus subtil. Il y a des choses qu'on peut appliquer avec intégralité, il y a des choses qu'on ne pourra pas appliquer intégralement au regard des réalités du terrain. C'est clair. Si je suis en Europe, la manière dont je vais intervenir, ce ne serait pas la même manière si je suis au Togo ici. Mais comme je l'ai dit, encourageons les gens. One Love, vous avez de belles idées, vous avez une belle vision, sauf que, tel que vous le percevez, et la réalité du terrain ici, ce n'est pas la même chose. Nous tous, nous aspirons au changement. Nous tous, nous aspirons au changement. Même ceux qui sont dans le régime aspirent au changement. Mais sauf qu'ils n'ont pas le courage de se prononcer. Ce que j'encourage, c'est que dans les lives, encourager les techniciens à monter. Encourager les techniciens, quel que soit, je répète encore, quel que soit le domaine, à monter et expliquer comment les choses fonctionnent dans le pays. Ça permet aussi à nos frères de la diaspora, qui parfois sont déconnectés de la réalité du terrain, de mieux comprendre et de repositionner leur analyse pour aider le pays à s'en sortir. C'est comme ça, moi, je perçois la chose et j'encourage qu'on aille dans ce sens-là. Voilà, merci beaucoup, cher doyen.
Merci beaucoup. Merci pour les explications. Bien, donc, nous arrivons à la fin. Ou bien, One Love, peut-être votre dernier mot? Oui, merci, Papa Ali. Merci pour l'opportunité. Che Guevara, je prie pour que le Togo change. C'est tout ce que je pouvais vous dire. Vous avez fait de votre mieux. Je vois dans votre voix et votre détermination que vous êtes en train de tout faire pour que le Togo change. Mais c'est les moyens qui manquent. Et on comprend très bien, vous êtes sur le terrain. Et on vous comprend très bien. Merci beaucoup et que Dieu nous aide tous pour que le Togo change. C'est ce que nous tous on désire dans notre cœur. Nous autres qui sommes en Europe et que on a fait des études en Europe, on a vu des choses. Et lorsque, je sais pas, est-ce que vous parlez Eve, Mina? Bien sûr. Ok. Lorsque vous voyez quelque chose de beau dans d'autres pays, vous amenez ça, vous laissez les choses négatives dans le pays là. Vous prenez les choses positives et vous ramenez ça dans votre pays. C'est nos souhaits de ramener ça dans notre pays. One Love. Bizarrement, ceux qui dirigent le Togo, presque la plupart ont étudié en Europe. Ils savent moi, c'est point d'interrogation. Papa Ali, lorsque j'ai fait la plupart de mes études en Europe, j'ai fait l'internat en Europe, j'ai fait mon proba, bac et tout ça là, en France. Donc, j'ai vu les gens les enfants du gouvernement, là, les ministres, les enfants des ministres et tout ça là, qui sont venus, ils payent juste l'argent et ils ne participent pas au cours. Ils ont les passeports diplomatiques là, ils viennent juste, ils vont se promener partout et à la fin de l'année, ils vont juste renouveler leur diplôme. Oui, je ne refuse pas, vous avez raison, voilà. Mais donc, ils ont passé au moins 3 années en Europe. Oui, voilà. Même s'ils n'ont pas étudié, ils voient comment ça se passe en Europe. Voilà. Ah oui, ça se voit dans notre président qui n'arrive même pas à parler anglais. Moi, je suis désolée. Il parle anglais, hein? Il parle anglais. Ah, ok. Mais ce que je voulais dire, c'est que il peut me confronter, on va parler anglais. Je suis là. Je l'invite à aller sur un panel, on va parler anglais. Parce que moi, je parle anglais, mais très bien. Donc, c'est ce que je voulais dire, c'est que il y a des gens qui étudient, il y a une différence, en fait. C'est ce que je voulais dire, que il y a une vocation et l'amour pour ce que vous voulez faire. Mon père me dit tout le temps qu'il y a 2 sortes de travailleurs. Il y a un qui travaille pour l'argent et l'autre qui travaille pour l'amour de ce qu'il est en train de faire. Donc, il y a 2 personnes. Donc, qui est-ce que vous êtes? Et en écoutant mon frère Che Guevara, il a de l'amour pour ce qu'il est en train de faire. C'est les moyens qui manquent. Donc, prions pour que le Togo change, pour que la population se soulève et comprenne que personne ne peut le faire pour nous. Il faut qu'on libère notre pays. Il est temps que ce gouvernement-là dégage pour qu'on amène quelqu'un d'autre, un nouveau visage pour changer le Togo, pour que on ait une vision pour le Togo. Il y a beaucoup de compétents qui sont à l'extérieur, qui attendent juste le changement pour rentrer, pour changer le Togo, pour devenir un meilleur Togo. Voilà. Donc, pour avoir le berceau de l'humanité qu'on a tant rêvé d'avoir au Togo. Merci beaucoup. Merci One Love. Merci beaucoup. Passez une bonne nuit. On se reprend peut-être demain ou après-demain, je ne sais pas. Et Che Guevara, un grand merci. Si on a des gens comme ça qui viennent nous donner des informations, nous expliquer comment ça se passe, on comprendrait mieux. Mais votre contribution a été vraiment formidable. Et merci, merci. Toutefois que j'aurai besoin de vous, je vous ferai appel. Ou bien j'organise évidemment un live et on prend un thème. Soit je vous propose un thème ou bien vous me proposez un thème et vous venez nous donner des éclaircissements, nous donner des détails. Je vous remercie infiniment. Bien que vous ne soyez pas mon invité spécial,
ben, vous avez apporté de la lumière dans tout ce qui se fait. Voilà. Et le Togolais est frustré. Le Togolais est frustré. Des décennies durant, rien ne change. Donc, les gens ont emmagasiné en eux trop de stress, trop de colère, ce qui fait que, bien que vous soyez, alors que vous êtes un technicien, et les gens pensent aussi que, ben, ah, c'est vous ça, comme le langage militaire, c'est vous ça. Donc, vous êtes technicien et vous faites votre travail de façon loyale, mais quand vous intervenez, puisque les gens ont bu la colère, ben, les gens déversent leur dévolu sur vous. C'est ça le problème au Togo. Voilà. Alors que ceux qui piétinent le Togo et l'enfoncent davantage, c'est ceux qui n'ont pas la volonté de faire leur travail. Et c'est de ça qu'on parle. Encore une fois, grand merci. C'est un plaisir de participer dans votre live, bien que je n'étais pas... Je vous vois, mais vous n'êtes jamais... Vous n'avez jamais fait la demande pour intervenir dans mon live. C'est un honneur et un plaisir pour moi aussi. Merci beaucoup, doyen. Je vous en prie. Ça me ferait plaisir. Dès que j'aurai le temps, il n'y a pas de souci. Je vais montrer dans le live, je vais vous écrire. D'accord. Proposer des thèmes, parce que ça, c'est un débat. C'est ce genre de débat qui doivent être développés dans la plupart des lives. Pour qu'on se cultive. On apprend l'un de l'autre. C'est vrai qu'on est frustré. Moi-même, là où je suis très frustré. Très frustré, peut-être plus frustré même que ceux qui pensent qu'ils sont plus frustrés. Parce qu'au moins, nous sommes devant la réalité. Nous confrontons des choses que peut-être certaines personnes ne vivent pas. Nous sommes plus frustrés. Mais cela ne peut pas nous empêcher de dire au moins ce qui se fait et ce qui devrait se faire pour améliorer les conditions. Maintenant, si les gens jettent leur dévolu sur nous parce qu'ils n'ont pas l'occasion de s'en prendre à ceux qui doivent décider, bon, c'est leur plein droit. Mais de grâce, en le faisant, c'est qu'on va démobiliser, on va démotiver ceux qui avaient envie de participer. C'est parce que vous avez été très, très partial, vous avez été très objectif, que vous avez su gérer, vous avez su modérer. Peut-être ce serait quelqu'un dans un live, il ira dans le même sens que ceux qui sont dans la diversion, sont dans les insultes. Moi, j'aime bien le débat contradictoire. Si tu as des informations à donner fiables, tu les donnes. Je vais apprendre de toi, tu vas apprendre de moi. Mais quand je donne mes informations, tu n'as pas la maîtrise des informations, tu n'as pas le droit de dire que c'est faux, parce que tu n'es pas sur le terrain. C'est très facile de dire c'est faux. Mais est-ce que tu peux prouver? C'est là la grande question. Donc ce que je ne connais pas, je ne peux pas venir mentir. Mais ce que je connais, je le dis. Et il ne faut pas que les gens confondent parfois dans les débats, les gens confondent des choses. Nous voulons tous que le Togo avance et que le Togo soit bon pour nous tous. Vous qui êtes dans la diaspora, vous avez beaucoup à donner. Si les conditions sont favorables, si les conditions vous permettent de rentrer au pays, je ne pense pas que tous ces pays-là qui sont en avance sur nous vont nous rattraper. On va les dépasser. Parce que le Togolais, il est intelligent. Le Togolais, il est combatif. Il a simplement besoin d'un minimum. Il est très intelligent, oui. Il est intelligent. Il est apprécié partout. Donc, il a simplement besoin seulement d'un minimum de conditions pour que les choses marchent. Mais c'est nous-mêmes qui devons aussi faciliter les choses à travers nos interventions dans les lives. Parce qu'il y a tellement beaucoup de mensonges. Vous allez suivre parfois certains lives, vous voyez que ce que la personne dit, c'est faux. Mais si vous n'êtes pas courageux pour monter et dire non, en réalité, voilà ce qui se fait, c'est que l'intoxication va être relayée et tout le monde le reprend. Et on se partage de fausses informations. Et c'est là que le régime arrive à nous avoir. Parce qu'ils savent que nous ne maîtrisons rien. Tout ce que nous disons là, c'est en déphasage avec la réalité du terrain. Mais si nous maîtrisons les informations du terrain, forcément nous devons connaître les défaillances. Et maintenant, c'est sur les défaillances maintenant qu'il faut intervenir. Parce que c'est réel, c'est factuel. Mais si on est là dans les intox, ils vont se moquer de nous.
Et ils vont continuer toujours par nous donner des informations. Ils vont nous pousser toujours dans l'intox. Et nous serons toujours là dans la diversion. Et vous allez voir, c'est en fait tout le problème de notre lutte. Parce qu'il y a tellement beaucoup de mensonges que nous reprenons ces mensonges-là. Et les populations maintenant sont confuses. Elles ne savent plus ce qu'elles peuvent retenir comme vérité. C'est ça. Parce qu'on ne fait pas l'effort de dire ce qui est. On veut simplement rester dans le sensationnel. Oui, en politique, on fait le sensationnel, mais pour le faire, il faut regarder l'angle sur lequel l'adversaire ne travaille pas et qui est réel. Et c'est fini. Donc, dans ce live, je vais vous encourager à aller dans ce sens et aider petit à petit à ce que les gens comprennent. Merci infiniment pour l'opportunité que vous avez accordée. Merci. Et si vous on va se retrouver. Merci, One Love, pour tes brillantes idées et ta vision. Si prête à Dieu, le Togo va changer. On va tous contribuer au changement de ce pays-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne nuit. Passez le reste de la nuit. Merci. Merci beaucoup. Bye bye. Merci mon frère Che Guevara et que Dieu vous protège beaucoup. Merci. Amen. Merci beaucoup. Afrique debout, diaspora debout, pour la liberté. Dans l'histoire des peuples, il y a des voix qu'on ne peut pas faire taire, des voix qui traversent la mer, des voix qui traversent les frontières. Une plume levée dans la nuit, une parole qui ne fuit pas. Cette voix aujourd'hui, c'est celle d'Ali Akondo, journaliste engagé, écrivain éveillé, une conscience qui refuse de laisser le peuple oublier. Tout commence à Sokoté, au cœur du Togo, là où naissent les courageux, là où grandissent les voix courageuses. Ali Akondo, la voix du peuple, même loin du pays, il défend la liberté. Ali Akondo, la plume de nos parents, du Togo jusqu'en Allemagne, la vérité marchera. Très tôt, il a compris que les mots peuvent changer la vie, que les mots peuvent réveiller un peuple qui veut respirer. Alors il écrit, alors il parle, alors il dénonce pour que la justice avance. Mais dire la vérité, c'est parfois risquer sa liberté. Alors la route de l'exil devient le chemin difficile, direction Allemagne, mais son cœur reste africain, car même loin de la maison, le combat continue chaque matin. Ali Akondo, la voix du peuple, même loin du pays, il défend la liberté. Ali Akondo, la plume ne dort pas, du Togo jusqu'en Allemagne, la vérité marchera. Diaspora debout, Afrique debout, quand la vérité parle, le peuple écoute toujours. Finale, finale, finale. Certaines voix ne meurent pas, et la voix d'Ali Akondo continuera de porter l'espoir du Togo
du peuple et le rêve d'une liberté qui ne s'arrêtera jamais. Ali Akondo, la voix libre. Merci, One Love. Merci. Bien, donc, c'est la fin de ce live. Merci d'avoir pris tout ce temps-là pour rester avec moi. Les discussions étaient quand même de qualité, c'était très bien. Et des questions que tu as eu à poser sont des questions vraiment pertinentes. Et heureusement, notre interlocuteur a effectivement essayé de répondre à nos questions. Et voilà, bon. En définitive ou en conclusion, c'est le PCM, le président du conseil, et sa clique, qui ne font absolument rien, après avoir dit devant son peuple qu'ils ont pris de l'argent qui feront tout pour que Lomé ne soit plus dans l'eau, alors qu'on voit les concitoyens qui, chaque fois, à l'occasion d'une petite pluie, c'est fini, les gens ont les pieds dans l'eau. Et sur une route où que l'eau envahit, les gens ont eu l'ingénieuse idée de faire de petits radeaux comme de petites pirogues. Vraiment, c'est embêtant. C'est dégueulasse. On se sent humilié quand on se dit qu'on est togolais. C'est une humiliation. Le régime se fout pas mal éperdument du peuple. Or, là où le bas blesse, c'est que nous ne nous levons pas suffisamment pour nous opposer à leur manière de diriger le Togo. C'est dommage, mais nous y arriverons. Toujours courage. Seulement, faut pas reculer. Il faut avoir de l'espoir, avoir de la résilience, avoir de l'abnégation, de la résistance, de continuer par nous battre. C'est tout. Sinon, le Togo risque de rester dans cet état, ou bien il risque de reculer encore plusieurs années durant. Voilà. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter alors qu'on est en train de fermer? C'est Touré? Salut. C'est monsieur ou madame Touré? Allô? Allô? Il est tombé dans les pommes ou quoi? Bonsoir. Allô, Touré? Il a été monté sans le savoir. Bien alors, One Love. Bonne nuit. Il est quelle heure chez vous maintenant? Il est, attendez, je vois, 2h31. Il est chez moi, oui, 3h30. Aïe, aïe, aïe. Sinon, 3h32. Oui, parce que vous avez les mêmes heures que la France, moi, et Oui. en Angleterre, nous, on est 1 heure en retard, donc... C'est 1 heure en retard. Oui. Chez vous, c'est Greenwich, non? C'est pas Oui. le temps universel? Non, parce qu'en fait, quand c'est l'hiver, en fait, on a les mêmes heures que Oui. que le Togo, et que lorsque c'est l'été, ça change et on a 1 heure de plus que le Togo.
Ok. Et chez nous, nous avons 2 heures de plus. Donc, nous, on est 1 heure en retard. Je comprends. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Ali. Bonne nuit à toi. Merci pour l'opportunité. Que Dieu vous protège. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bye bye. Bye. Bien, chers amis, vous qui êtes encore restés là, je vous souhaite une agréable nuit. Je crois que je suis arrivé à la fin de mon live. Portez-vous bien et on reviendra d'ici demain ou pour apporter un autre thème. Donc, merci et bonne nuit à vous tous. Courage à nous. Ça changera.